Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine. Le panel est constitué pour vous entraîner également dans une autre dimension de la revue, si vous voulez, de quelques sujets d'actualité qui auront meublé non seulement le week-end et qui présentent également les bases de cette semaine. Accueillons pour cela le panel. Charles Armel, bonjour. Bonjour Didier Patrice et bonjour à tous les téléspectateurs. Nos condoléances à la grande muette qui vient d'enregistrer encore de lourds dégâts. 37 personnes, vraiment c'est lourd, c'est lourd. Vivement qu'une enquête soit ouverte pour tirer les conclusions. Absolument, nous en parlerons certainement au courant de cette édition. Megui, bonjour. Bonjour Didier, c'est une triste journée pour tous les Camerounais. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans l'armée camerounaise aujourd'hui. On pense à toutes ces âmes de nos soldats disparus. Bon, on espère que les téléspectateurs se rendent à point justement pour entamer cette semaine. Voilà. J'ai bien peur que nous n'allions sur des notes un tout petit peu tristes, mais Bonbon Bengan est également des nôtres ce jour. Bonjour. Bonjour Didier Patrice, je salue Mama Fouda. Apparemment ce jour encore, les malades qui attendent leur, comment vous appelez ça, d'hémodialyse doivent encore être en grève parce que précisément les kits ne sont toujours pas disponibles au niveau de Yaoundé. Oui, absolument, et il est annoncé de ce côté-là une nouvelle... de nouveau débrayage, hein, si vous voulez, de tous ces patients qui attendent impatiemment effectivement quelque chose soit fait dans le sens de l'amélioration de leurs conditions. Elle est également des nôtres ce matin, c'est notre cher Haribel Label, bonjour. Bonjour Didier Pat, bonjour Charles Amel, bonjour Megui, bonjour Bonbon, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler des mauvais amis, les amis par intérêt, Didier. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces amis-là qui marchent toujours avec la meçon. Tu connais la meçon? La meçon. Ouais. Qui marchent donc, quand ils t'appellent, Didier, retrouve-moi, viens prendre une, non? Parce qu'il sait que, fais quoi, comme il te donne une, tu vas mettre un casier. Tu vois? Donc c'est un type qui m'a appelé, il est à l'hôpital, il est malade. Il dit qu'il a reçu la visite de son ami, à qui il aura emprunté 100 000 francs. Quand le gars arrive à l'hôpital, il dit que, bon, on fait comment? Il te donne ce fois tes 100 000 là, ça peut t'aider à payer l'ordonnance. Il dit que vraiment, il était dépassé parce que si c'était lui, si c'était son ami là qui était malade, c'est qui est sûr qu'il devait payer ses ordonnances, il devait arriver à l'hôpital et demander l'ordonnance payée. Mais par contre, lui, il arrive, il demande à rembourser son argent, lui étant sur le lit d'hôpital. Alors que c'est cet ami là qui marche partout, même sa famille le connaît déjà, chez lui, on connaît que ça c'est sa main droite. Mais alors, il a déçu. Il a vraiment déçu, il demande comment faire face à cette situation. Voilà, elle est entrée de plein pied dans l'histoire, effectivement, de ce jour qui met en exergue hein, ce style d'amis, ou si vous voulez, ce registre amical qui suscite également beaucoup de réactions. Je ne sais pas si Momo Bengan va réagir à cela, mais est-ce qu'on doit finalement appeler cela des amis? Non, je pense que ce n'est pas des amis. Elle a bien dit amis avec intérêt, mais ami voudrait dire quelqu'un avec qui vous êtes lié par l'âme. C'est ça. Bon, nous... les autorités traditionnelles, on ne connaît pas votre français académique, mais on sait au moins que vous êtes liés par l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est que vous êtes ensemble, c'est des frères. Il y a même une expression africaine qui fait comprendre que les meilleurs amis vaut mieux que des frères. Donc, pour l'histoire en elle-même, ce n'est pas au moment où son soi-disant ami est à l'hôpital qu'il vient régler la dette. Il doit d'abord compatir. Et si tu ne compatis pas à la douleur de ton ami, tu attendras demain quand il sera, je dirais, en liesse, quand il aura des actions de joie, que tu viendrais te montrer comment tu peux organiser une fête, comment tu peux. Là, ce n'est plus d'amitié. Elle a bien dit d'intérêt. Et si l'intérêt matériel, c'est ça qui, en réalité, ça pose un problème. Absolument, et ça plombe même les relations sociales. Oui. Nous qui avons l'habitude de vivre en communauté, là, ça commence à plomber, puisque un maillon de cette chaîne-là commence à, je veux dire, à plomber, à enlever cette chaîne de solidarité, voilà, cette chaîne de solidarité dans la communauté. Donc, vraiment, ce n'est pas son ami qui se rend compte que ce n'est pas son ami. Et c'est le tissu social en lui-même qui pourrait en pâtir, Charles Armel. Alors moi je pense que l'amitié aujourd'hui devrait évoluer sur 3 fondamentaux précis. Le premier, c'est celui de l'abandon complet. Lorsqu'on dit « je suis, voici mon ami, je suis l'ami de X », c'est abandonner le côté filial de sang
pour devenir, comme l'a dit Bonbon, le frère. Ça veut dire que les problèmes de l'autre sont désormais mes problèmes. La famille de l'autre est désormais ma famille. Raison pour laquelle lorsqu'on emploie l'expression « voici mon ami », la famille à qui on présente, le collègue à qui on présente, le frère à qui on présente, épouse la personne comme étant lui-même. Alors, lorsqu'on arrive à cela, et déjà qu'aujourd'hui, chez nous, on emploie cette expression à tort et à travers, voici mon ami, même si c'est une amitié de carrefour, voici mon ami, même si c'est mon collègue, voici mon ami, même si c'est un individu que j'ai rencontré, on n'a même pas mis, il faut le dire comme ça, 2 ans, 3 ans, je dis c'est mon ami, parce qu'une amitié a une histoire d'enfance, une histoire, qu'est-ce que je veux dire, une histoire vivante et vivace, qui mériterait d'être raconté au jour le jour. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, des gens on dira, il n'a pas d'amis. Moi je n'ai pas d'amis parce que vous trouvez quelqu'un qui va jouir de ce sacerdoce de l'amitié, être là quand l'autre souffre, être là dans les moments de bonheur, assister, parfois intervenir, parce que vous avez des amis qui lorsque mon ami n'est pas là, j'ai le droit d'arriver chez lui, de gérer sa maison comme si c'était mon ami qui était là, mon frère, disons comme ça, mon frère. Alors ce lien a perdu, et vous savez, les Magic System ne sont pas passés par 2 chemins pour le morceau taper dans le dos. Un ami qui passe plus quand le monsieur n'est pas là, qui joue avec la femme, qui est le confident. C'est un peu ce que l'amitié est devenue aujourd'hui, et je déplore. Il y a un petit adage, Megui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on en parle régulièrement chez nous, c'est que l'amitié ne saurait être une prise en charge. Oui, c'est vrai que l'amitié ne saurait être une prise en charge, mais bon, aujourd'hui, on observe quand même que les amitiés se tissent sur plusieurs bases, voilà, sur plusieurs leviers, notamment l'intérêt. Généralement, on est ami avec tel parce qu'il peut nous apporter ci, parce qu'il est de telles conditions sociales, parce que. Et souvent, on se dit que finalement, peut-être nos meilleurs amis, c'est ceux qu'on connaît depuis, avec qui on est parti de rien. Généralement, des personnes avec qui on a été à l'école, et voilà, qui nous connaissent très bien, qui ont été avec nous amis, sans qu'on ait rien de spécial à leur apporter. Et cette amitié qui a subsisté jusqu'à ce qu'on soit adulte. Mais maintenant, pour ce qui est de l'histoire du jour, si j'ai bien compris, c'est un monsieur qui a contracté une dette auprès de son ami, et il s'avère que son ami tombe malade, et c'est sur son lit d'hôpital qu'il choisit de venir lui rembourser cet argent. Bon, moi, je ne voudrais pas tout à fait tirer sur l'ami qui vient quand même au chevet de son ami et lui dit que voilà, je peux te rembourser ton argent si ça peut te permettre de payer une ordonnance. Oui. Peut-être son défaut, c'est qu'il n'a pas peut-être payé cette dette avant, mais au moins s'il a déjà la bonne foi de reconnaître que oui, je te dois de l'argent et je peux, parce qu'il faut aussi voir la possibilité selon laquelle peut-être qu'il n'est pas en possession de plus que ça à l'instant T. Mais si au moins il a déjà la volonté, ne serait-ce que de régler cette dette-là et qui peut aider son ami, je dis que c'est pas tout à fait condamnable, parce que il y en a, moi je sais qu'il y en a déjà des amis qui ne viendront même pas à ton chevet. Il faut déjà le voir, ils ne viendront même pas à ton chevet et même cette dette-là, ils ne la régleront pas. Donc, je ne voudrais pas ici qu'on tire de façon catégorique sur ceux qui attendent forcément quelque chose de leurs amis. Non, c'est pas ce que je dis. Oui. C'est pas ce que je dis. Est-ce qu'il est question ici de ces amis qui attendent forcément quelque chose des autres? Ici, c'est quelqu'un qui vient régler la dette, mais avec son ami qui est sur un lit d'hôpital. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Pourquoi avait-il besoin d'attendre que cet ami soit sur le lit? Je pense que le problème vient du fait que la dette n'a pas été remboursée à temps. Elle a traîné longuement, et je parie que ça ressemble à ce genre de personne qui, lorsqu'il veut vous remettre votre argent, c'est l'argent qu'il vous a emprunté, il attend, il vous invite dans un bar, et c'est dans ce bar qu'il vous restitue cet argent, histoire de dire, bon gars, prends, tu peux récupérer. Donc les gens qui sont intéressés dans les différentes relations. Donc d'où 3 amis. Les amis sincères que nous avons, les amis par intérêt. Il y a plus d'amis par intérêt aujourd'hui que des amis sincères, ça il faut le préciser, et puis les amis de bière. Et puis il faut se dire, l'intérêt n'est pas toujours financier, hein, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours amis par intérêt, c'est pas toujours financier. On peut être ami aussi avec quelqu'un au vu de la façon dont il se comporte. On estime que cette personne, oui, cette personne peut nous apporter un plus. L'intérêt est de tout type. C'est pas toujours les finances.
pense. Et puis, il faut qu'on se dise la vérité. Quelles que soient les amitiés ou les relations qu'on se tisse, il y a toujours un petit intérêt qui en ressort. Ça, honnêtement, il faut le dire. L'intérêt en amitié, c'est l'âme. Pourquoi il y a des frères et sœurs qui ne sont pas des amis, mais or, ils ont les mêmes gènes. Il y a des âmes sœurs. Voilà, ça veut donc dire, quand on dit ami, ça veut dire que vous êtes liés par l'âme. Ça veut dire que même s'il y a un intérêt moral ou quoi, ce n'est pas un intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan moral, vous êtes pris. Ce monsieur, regardez le langage. Il n'a pas dit, mon frère, moi-même, ça va mal, comme on dit là, que c'est mauvais là dehors. Vraiment, le peu que j'avais là, et bon, vraiment, ça tombe au moment où tu aimais. Prends quand même, et je me bats encore pour voir le reste, mais arrête quand même. C'est comme ça qu'on parle entre amis. Il lui dit, je sais que j'ai une dette là, mais arrête ça quand même. Mais voilà, et je me bats. C'est pour ça qu'il aurait dû se comporter de dire que je te rembourse cet argent. Quelle sera l'interprétation du garde-malade qui certainement sera à côté, qui va écouter? Quelle sera l'interprétation de celui-même qui sera touché? C'est-à-dire que celui-même qui a fait le don de cela. Il faut dire que on lui dit, voilà les 100 000 mètres là-dedans. Et considère que j'ai encore une dette de 50 000. Les autres, 50 000, c'est ma contribution. Donc, allez, merci à tous d'avoir justement parcouru cette histoire du jour nous proposée par notre cher Haribel. On va rappeler aux téléspectateurs que vous pourrez également réagir ou nous laisser votre analyse de la situation ou de l'histoire sur notre page Facebook 10-12 Le Zénith sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question des martyrs au Cameroun. On en parle, on s'en plaint, mais rien n'avance. Pourquoi est-ce que nos gouvernants font-ils semblant d'ignorer la place qu'occupent les martyrs dans une nation? On a vu tout récemment la veuve d'un nationaliste camerounais assister à un événement pour la toute première fois. Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas fait depuis des années? Point d'interrogation, du moins depuis qu'on les a érigés au rang de martyrs, de héros nationaux. Pourquoi ne se servent-ils pas des exemples français, américains et j'en passe? Pourquoi parle-t-on des pères fondateurs s'ils ne sont pas du tout respectés? Pourquoi la question de nos martyrs est renvoyée chaque jour et chaque fois au calendrier grec? Qu'est-ce qui explique le fait que nous évoluons dans ce pays dans une tradition de mépris? Quel est le rôle du ministre des Arts et de la Culture, dont toute une direction est consacrée à la gestion du patrimoine, à la vulgarisation des figures historiques et de la préservation du patrimoine culturel national? Que font-ils? Où? On s'interroge. Comment comprendre que cette institution brille par une léthargie et une ignorance totale de ses personnages et de leur héritage? Comment comprendre ce génocide intellectuel qui ruine la tête en pleine construction de nos enfants dans les écoles primaires, secondaires et supérieures? Comment comprendre que même les joueurs de l'équipe nationale n'ont aucune connaissance de ceux les ayant précédés? Comment comprendre que le pouvoir de Yaoundé, héritier d'une révolution historique menée par des grandes figures comme King Pass Hall de Malimba, Douala Mangabel, Chef Berthois, Omniobe, Félix Moumier, Ernest Wandier, Gertrude Omok, Abel et Inga, entre autres, semble accorder peu d'importance à la mémoire de ces derniers? Comment comprendre que même les intellectuels camerounais ne connaissent pas réellement les figures emblématiques de l'histoire de leur pays, encore moins leurs projets sociaux? Comment comprendre ce manque d'appropriation des figures de l'histoire par les enseignants, même sortis de l'école normale? Comment comprendre que les points saillants de l'histoire de ce pays soient abandonnés, mieux relégués au dernier plan? Savez-vous que l'histoire du Cameroun est un long fleuve tortueux écrit en lettres de sang? Savez-vous que de nombreux corps jonchent les tiroirs qui meublent la construction de notre République? De la période postcoloniale à nos jours, nombreux sont des compatriotes qui ont payé de leur vie à un moment donné, surtout dans un contexte précis, mais pour une cause noble que leurs successeurs se refusent à consolider et pérenniser aujourd'hui. Ne serait-il pas temps pour nous autres de célébrer nos martyrs dans les musiques, les contes et pourquoi pas à travers les funérailles nationales? Personne ne vous dira que l'Mvok Otu fut massacré par les Allemands en Mvok-Beti en 1894-1895, que les Bati fut massacré par la colonne de Von Morgan en 1894, encore moins les 300 000 victimes du génocide de Bamileke
opérant entre 1957 et 1962. On ne vous parlera pas du massacre des populations civiles en Pays-Bassa par l'armée française. Tout cela, à un moment donné, devra être sorti de l'histoire pour qu'enfin chacun puisse faire non seulement le funérail, mais enfin se réconcilier avec son histoire. Ne serait-il pas temps que nos rues, nos édifices arborent fièrement le nom et l'image de nos héros? Comment comprendre alors que les pays dits modernes et démocratiques suivent tous ces traditions et que nous soyons à la traîne? Savez-vous que les stèles, les avenues, les places publiques, les monuments importants et autres emblèmes de l'État sont généralement dédiés à la mémoire des personnalités historiques? Mais chez nous au Cameroun, à qui est-ce que cela est dédié? Belle question. Belle question, Megui. La restitution de l'histoire et puis des figures emblématiques qui ont bercé effectivement pas mal de générations suscite également beaucoup de réactions à ce jour. Mais oui, Didier, aujourd'hui, c'est quand même dommage qu'on ait nos martyrs qui sont relégués aux oubliettes quand même, il faut le dire, parce que quand on en arrive aujourd'hui à voir des nationalistes, des activistes comme André Blaise Sama qui se battent et qui passent par la case prison parce qu'ils revendiquent le fait qu'il faudrait que nos martyrs soient mis en exergue, soit qu'on leur rende des hommages vivants, c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. On se rappelle encore que ce dernier a été pratiquement arrêté la semaine dernière, justement parce qu'il a déboulonné la statuette d'un Français voilà, qui était érigé à la poste centrale ici à Bonanjo. Parce qu'il réclame que ce soit nos martyrs, que ce soit nos héros qui soient justement mis à cette place-là, qui soient honorés. Donc c'est dommage, dans nos programmes scolaires même, je dirais, on n'en parle pas beaucoup. Notre histoire, la colonisation, on ne revient pas beaucoup sur ces figures qui ont marqué l'histoire du Cameroun, qui ont lutté avec acharnement pour qu'on ait l'acquisition de notre indépendance. Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié. Aujourd'hui, quand vous questionnez vos enfants, vous leur demandez, est-ce que tu as entendu parler de Ernest Ouandié, de Ruben Oumniobé, de Douala Mangabel? Ils ne vont pas forcément vous en parler parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas et c'est dommage. C'est dommage. L'autre problématique, Mbomok Bengam, c'est curieux. On a l'impression que l'histoire fait tant peur à certains. Mais pourquoi serait-on tenté de se poser la question, savoir? Non, la réponse est simple. Parce que nous ne voulons pas gérer le contentieux historique que nous avons avec les puissances colonisatrices de ce pays. Et pourtant, chez eux, dans ce pays-là, on célèbre bien. Je pense que la semaine dernière, en fin de semaine, j'ai entendu le président français, normalement, il a honoré les Juifs qu'on avait assassinés, on reprend leur mémoire devant même le Premier ministre israélien. Et un peu avant, on a célébré une victoire de la Deuxième Guerre mondiale avec le président américain qui est arrivé, qui est venu, qui a tout fait. C'est simplement parce que ceux qui ont combattu pour relever nos nations, je veux dire, n'ont pas dirigé le pays. C'est ceux qui combattaient contre l'indépendance. C'est eux qui gèrent nos pays, nos États. C'est pour cette raison que ça n'arrive pas. Et pourtant, on a mis comme ça la poudre aux yeux des Camerounais par une loi. Hein. Il y a une loi qui existe, une loi, je pense, 91/022, du 16 décembre 1991, portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Le président Biya a promulgué cette loi, il dit, mais bon, même si la loi peut porter à confusion, c'est-à-dire que Aïdjo est héros national au même titre que Ernest Ouandié, que Moumnié, que Oumniobé, or, je veux dire, le bourreau et la victime sont, mais au moins qu'on reconnaisse que ces gars-là existent et qu'on mette les stèles en leur mémoire et qu'à chaque occasion, on célèbre leur mémoire précisément par rapport à ce problème anglophone qui existe. N'ayons pas peur de mots, parce que lorsque le Cameroun est divisé en deux, certains Camerounais sont levés pour dire non, réunifions notre pays. On les considère comme héros nationaux par l'Assemblée nationale et le président de la République, mais malheureusement, comme disait Megui, on les ignore, ils ne sont pas enseignés. Or, tout Français sait que De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps. Vous remontez même à Charlemagne, le petit Français qui a son certificat d'études primaires. Il vous dit qui est Charlemagne, il vous dit qui est De Gaulle, il vous dit qui est Vichy. Et Vichy qui n'a pas honoré la France, ils savent aussi. Mais bon, chez nous, c'est malheureux. Pourquoi? Pourquoi c'est le cas? J'ai envie de comprendre. Pourquoi l'histoire semble tant faire peur? Je vais revenir à Eric Bell, Charles Armel d'abord. Pourquoi on a l'impression que la restitution, effectivement,
de ces figures emblématiques ou de l'histoire telle qu'elle est véritablement pose problème? Il y a deux volontés. La première volonté, c'est celle du colonisateur qui ne souhaiterait pas, qui souhaiterait encore à servir véritablement ou avoir la même mise sur les anciennes colonies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une extrême personnalisation du pouvoir en Afrique aujourd'hui, où chacun voudrait s'imposer, même dans la bêtise, et ne souhaiterait pas qu'on pense à l'autre plutôt qu'à lui qui est présent. Ça, c'est cette extrême personnalisation où on se retrouve aujourd'hui à ne plus penser, mais à penser, à donner l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui pense. La preuve, regardez le Cameroun. Vous ne verrez jamais un ministre se lever et dire « je pense, j'ai impulsé », mais il vous dira sous haute instruction, sous forte recommandation, sous haut parrainage de monsieur, on se retrouve le gouvernement. Donc pour dire qu'il y a une seule personne, posez la question à un Camerounais, quel est l'un des livres qu'a écrit Ferdinand Oyono, il ne connaîtra pas. Posez la question de savoir quel est un livre qu'a écrit, par exemple, Gervais Mendoza, ne vous dira pas. Mais il vous parlera de Léopold Sédar Senghor, il vous parlera de, comment on l'appelle, Camarala, il vous parlera de Bernard Bédadier, il vous parlera d'Aimé Césaire. Des auteurs qui sont certes africains, mais qui ne sont pas camerounais. Pourtant, nous avons des Camerounais qui, à cette même période, se sont essayés à l'art de l'écriture. Quels sont les projets sociaux de nos martyrs? Je pense que les politiques camerounais que nous avons aujourd'hui ne maîtrisent même pas. On se retrouve à parler de la France, de la droite, de la gauche, mais quels sont les premiers projets sociaux des pères fondateurs? On ne connaît pas. Donc on se retrouve à faire une navigation à vue. On a des diplômes qui nous viennent de l'étranger, on n'a pas de diplôme camerounais. Notre politique, on ne sait pas si on peut dire politique camerounaise. Donc tout est là, on est en train de faire une navigation à vue. Et regardez les rues. Nous avons plus de rues dédiées aux autres qu'à nous-mêmes. Une curiosité, oui. Peut-être pour ajouter quelque chose de l'eau au moulin de Charles Hamel. Qu'est-ce qui fait peur? Il ne faut pas oublier que les héros que nous, on voudrait qu'on célèbre aujourd'hui, ont été appelés maquisards à l'époque. C'est-à-dire que Rouben Oumniobé, ces personnes qui ont lutté pour l'acquisition de l'indépendance du Cameroun, de la souveraineté du Cameroun, on les appelait maquisards. Or, c'est-à-dire que la signification de leur lutte, la portée de leur lutte a été biaisée. Quand on appelle quelqu'un maquisard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien véritablement de glorieux. Alors, comment aujourd'hui, des personnes qui ont traité ces nationalistes de maquisards, comment vous voulez qu'aujourd'hui ils se retrouvent en train de les célébrer? Ce serait totalement paradoxal. Donc, c'est aussi ça, mais face à la pression du peuple, parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent la vérité, et depuis même, on sait la vérité, le pouvoir en place est tout simplement embarrassé. Et puis il faut dire, avec la précision de Charles Hamel aussi, il y a toujours cette main invisible du colonisateur qui pèse sur notre pays. Pourquoi à chaque fois on a l'impression que le discours ne change pas? Ils sont toujours responsables de tout, et l'Africain, et tout particulièrement le Cameroun, n'est responsable de rien. J'en viens pour parler effectivement du système éducatif camerounais. Vous voyez, même dans les différentes parutions, on ne parle pas tellement de ces martyrs, bien qu'ils aient été appelés, comme Meguil dit, maquisards, mais ils ont participé fortement à réécrire l'histoire de ces nations africaines, notamment le Cameroun. Non, parce qu'il y a une politique du livre. Et la politique du livre au Cameroun voudrait que c'est encore le colonisateur qui fasse le livre. Parce que hier encore, le ministre Charles Toundi avait créé une mutuelle du personnel enseignant et s'était engagé pour reprendre le centre de production de recherche, et on appelle CPR, pour la production. Ils avaient d'ailleurs défini le contenu des programmes. Ils ont appelé ça, si je me trompe, l'école ordinaire au Cameroun. On a mis en place un certain nombre de choses. Mais malheureusement, il faut le dire ici, ça a été coupé net par la présidente de la République, parce que la première dame a déjà demandé qu'on revienne avec Hachette et Dissef. Et ça a donc bouleversé tout, même dans le contenu des enseignements. Donc voilà le premier. Le deuxième problème, je pense, a été relevé par un avocat français qui est aujourd'hui décédé, Jacques Vergès. Parce que lui, il a dit par exemple que dans la région de l'Ouest, qu'on appelait le pays Bamileke à l'époque, on a jeté le napalm. Or, le napalm, c'est une arme interdite, même en cas de guerre. Et il y a eu des fausses communes. Ça, c'est de la bouche de Jacques Vergès. Même, je pense, en juillet 2015, le président français lui-même a reconnu ici, je pense même que la question lui était posée par Séverin Tchoum, que le PDG du groupe Equinox, il a reconnu qu'il y a une guerre de la France contre le peuple camerounais. Mais ouvrez alors pour qu'on voie, non, comme disait Megui, ils ont honte.
C'est-à-dire il y a une honte précisément par rapport d'abord à ce qu'il a dit, mais davantage parce que en 1945-46, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les conventions de Genève. Oui. Donc, pourquoi les gens qu'on appelait maquisards et qu'on a engagé une guerre contre eux, on a arrêté les gens, pourquoi ne les avoir pas jugés conformément à ce que prévoient ces conventions de Genève-là? Non, parce que là aussi, ils pourraient être condamnés demain. Ça ne peut pas donner une image reluisante de la puissance colonisatrice. C'est pour cette raison qu'en fait, on n'est pas souverain. Et Gbagbo le disait encore, que chez moi, la décision ne se prenne pas au bord de la Seine, ça se prenne au bord de la Lagune et Briey, c'est-à-dire que ça se prenne à Abidjan et non à Paris. Est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait avoir un chef d'État qui va dire non, le contenu de mes enseignements à partir du primaire, c'est ceci. Il faudrait qu'un enfant, lorsqu'il a son BPC ou son certificat d'aptitude professionnelle, il doit connaître tel pan de l'histoire du Cameroun. Il n'ose pas le faire. Peut-être non. On n'a pas Merci. de musée. Oui. Voilà. De toutes les façons, permettons à Haribel de réagir également à cette question-là. Haribel, nos martyrs ne sont pas suffisamment célébrés. Nous connaissons le combat de l'activiste André Blaise Essama qui visite carrément les commissariats et autres brigades de gendarmerie toutes les semaines. Alors, le problème serait à quel niveau, à votre avis? Je ne connais pas d'où vient le problème. Demande à un enfant qui est Charlemagne. Il va te dire. Il va t'expliquer qui est Charlemagne. Maintenant, pose la question à un enfant que qu'est-ce que l'histoire? Il va lui blaguer. Hein? Il va dire l'histoire c'est le poisson braisé sur... Donc c'est pour ça qu'ils passent leur temps à blaguer. Ils oublient la réalité. On a abandonné tout le monde. On ne connaît même plus qui est qui. Moi, même si tu me demandes même qui est Oumniobé, je ne peux pas te dire. Parce qu'on ne nous a pas appris ça. L'école maintenant c'est le business. Le livre maintenant c'est le business. Celui qui met l'argent, le gros argent, c'est son livre qui est dehors. C'est ça. Et ce n'est pas riche. Les livres ne sont plus riches. Même les contes, on ne les raconte plus. On ne raconte plus les contes à l'école. Depuis que mes enfants font le lycée, je n'ai jamais acheté un livre de contes. Parce que je ne vois pas ça dans la liste. On sort tous les livres qui sont faibles, qui vont nous tuer les enfants, parce qu'on veut nous apprendre la tradition, les coutumes des autres. Blaise et Samaël, là, il fait un combat. Maintenant, chaque jour, on l'arrête. On le froisse. Chaque jour, on l'arrête. Un jour, il a déposé un monument ici, là. On est venu, le monument de Oumniobé. Il fallait voir comment on le tirait. Comme s'il n'était pas camerounais. Juste parce qu'il réclame quelque chose qui est normal. Qui est normal. Mais vous êtes là, vous valorisez le clerc. Le clerc, c'est qui au Cameroun? Charlemagne, c'est qui dans notre culture? Oh. Merci. Je comprends votre courroux, Haribel. Charles Armel. Alors, il faut dire que pour tronquer l'histoire d'un pays, ou disons-le simplement, pour provoquer la chute d'une nation, il faut tronquer l'éducation. Tronquer l'histoire et l'éducation. Vous allez vous arranger à avoir des fonctionnaires, vous aurez des populations vides véritablement. Et c'est ça à quoi nous sommes arrivés. Aujourd'hui, soulever une question, un débat historique, très peu de Camerounais s'intéresseront à cela. Nous sommes arrivés à une crise de modèle. Nous n'avons pas de modèle. Ne nous trompons pas, on n'a pas de modèle. L'un des premiers modèles que le Cameroun a essayé de fabriquer, c'était Donatien. Où les gars, vous posez un enfant, tu veux devenir quoi? Il dit, je veux devenir Feman. Je veux devenir Feman. C'est érigé parce que c'est un gars qui est arrivé, on ne sait où, tous les présidents le recevaient, on faisait même, on le passait au journal du 20h. C'était devenu un modèle pour l'Afrique. Et voilà comment la profession Feman s'est développée. Nous avons des sites touristiques, que ce soit à l'Est, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, partout on a des sites touristiques. Pourquoi ne pas mettre une politique touristique nationale? Nous avons le Sénégal dont la principale base, les revenus, l'économie ne tourne que sur le tourisme. Les gens vont visiter l'île de Gorée, les gens vont visiter Saint-Louis, les gens vont visiter la Casamance, les gens vont visiter Bou. C'est-à-dire qu'on a mis une politique. Pourquoi ne pas mettre au Cameroun une politique culturelle? On veut dire que le littoral est vide, pourtant il y a tellement de choses à découvrir. Nous avons Kribi. Nous avons Limbe, nous avons Bimbia, nous avons les plages de Mouanko, au niveau de Yoyo, nous avons des belles plages de ce côté. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre, nous avons l'île de Djebale, l'île de Sou, est-ce qu'on ne peut pas mettre tout cela au devant? Pourquoi nos établissements scolaires ne peuvent pas organiser, imposer par le ministre des enseignements secondaires, que chaque fois, une fois par mois, il y a la visite des sites touristiques de la ville de Douala? On impose aux auxiliaires de l'administration, qui ont souhaité qu'on les appelle ainsi, les chefs traditionnels, que chaque mois, ils restaurent la qualité historique parce qu'ils perçoivent un salaire. Ils doivent mettre des politiques pour restaurer les lieux historiques.
Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas, à un moment donné, mettre sur pied ou faire une étude de faisabilité des musées régionaux? Allez de ce côté de l'hôtel de ville à Bonanjo. Voyez dans quel état sont conservés les objets d'art qui s'y trouvent. Alors, j'estime qu'il faut une politique culturelle et qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, Mbongo Bengan, ou plutôt Megui d'abord, les politiques publiques non plus ne sont pas en faveur de la promotion, si vous voulez, de ces héros nationaux, encore de la restitution de l'histoire réelle du Cameroun, avec ces différents acteurs qui ont participé à réécrire effectivement les destinées donc, de ce cher et beau pays. C'est une grande curiosité, Megui. Mais c'est une grande curiosité. Ça revient justement à ce qu'on disait d'entrée de jeu, que voilà, on a énuméré ici les possibles raisons qui justifieraient justement cette posture de nos pouvoirs publics. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prôner justement cette valorisation de nos héros, parce qu'on les appelle aujourd'hui héros, n'en déplaise, ce sont nos héros. Donc c'est dommage, c'est dommage. Charles Amiel le dit, on ne fait pas d'excursion, il n'y a pas de volonté manifeste de ces politiques-là, justement, de faire rentrer cet héritage même dans la tête de nos enfants. Aujourd'hui, on voit des lycéens ou alors des établissements scolaires qui prennent l'initiative d'envoyer des enfants en excursion du côté des plages, à Limbe, à Kribi, où des enfants vont se noyer. On ne voit pas trop c'est quoi la plus-value. On a des sites historiques qui ne demandent qu'à être visités, qu'à être explorés. Et c'est la meilleure façon justement de faire rentrer dans la tête des enfants l'histoire de notre pays, de notre nation, que ces enfants sachent d'où ils viennent. Mais il n'y a pas de volonté manifeste. Et on l'a dit, c'est pour cette raison-là, parce que ce qu'on a appelé maquisards, on voudrait, ces pouvoirs publics-là, ces dirigeants voudraient qu'ils restent dans ce registre-là. Aujourd'hui, ils sont peut-être, on leur force la main, ils sont obligés aujourd'hui de faire une tentative. On se rappelle qu'il y a encore quelques années, on a érigé, je crois, Ruben Oumniobé. Oui, mais là, c'était un truc privé de son parti politique. Voilà, justement, en héros national. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait des stèles qui soient érigées en leur hommage. Il le faudrait. Voilà. Les historiens ne jouent pas non plus leur rôle, Mbongo Bengan, parce qu'on a l'impression que tout le monde semble jouer le jeu des politiques, carrément. C'est des sujets sensibles qui semblent déplaire à pas mal de personnes. Non, les historiens jouent leur rôle. Hein. Moi, j'ai lu les travaux de 4 ou 5. Je parle du docteur Albert Dikoumé, je parle de Daniel Abois, je parle d'un autre qui vient d'être nommé là, la commission de multiculturalisme, et Fouambozo, d'accord, oui. Voilà. Et Fouambozo, non, ils ont écrit des trucs, mais ça reste dans les amphithéâtres. Ça reste dans les amphis des enfants. Et les universités ne produisent même pas des ouvrages. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant, les étudiants, a fait soit des mémoires de maîtrise de 2A ou les thèses de doctorat, ça reste à ce niveau. Donc l'université ne continue pas à la production de manuels, du livre de ces brillants étudiants qui généralement soutiennent par des mentions très honorables. Sous d'autres cieux, ça renvoie à une publication d'un livre. Donc, mais là, ils ont fait des trucs et ça se limite là précisément parce que ils sont bloqués au niveau un peu supérieur par le gouvernement et par le chef de l'État. Rappelez-vous que lorsqu'on célèbre le cinquantenaire de la réunification du Cameroun à Buea, au lieu de faire défiler les gens qui sont nés en 1961, puisque c'est là l'année de la réunification, on a plutôt fait défiler les Camerounais qui sont nés en 82. Comme si le président Biya, c'est lui qui était, je veux dire, l'homme à tout faire et tout. Ça n'avait pas de portée réelle. À quoi sert de faire défiler les gens qui sont nés, les compatriotes qui sont nés en 82 pour marquer la réunification du pays? Alors que c'est 1961 qu'on célébrait précisément. Et à aucun moment, on ne cite John Goufontia, on ne cite Molan Djolutumbe, on ne cite un certain nombre, même Kofale Kale, les gens qui, à ce moment-là, avaient vraiment travaillé pour la réunification du pays. C'est même à ce titre que ça m'avait même traîné la statue de John Goufontia ici. Qui connaît John Goufontia? Donc voilà, ce n'est pas les historiens, ils font leur travail, ça reste là. Il appartient, ce n'est pas eux qui sont des inspecteurs pédagogiques, il appartient au ministre d'aller plus loin. Et peut-être je vais terminer par là. Il y a eu un problème en France.
Didier, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il trompe les peuples du Sud, comme on appelle les pays sous-développés, en prenant un discours comme s'il était pour le développement de nos pays. Il nomme un ministre de la coopération qu'on appelle Jean-Pierre Cotte. Il définit les relations que la France devrait avoir avec les pays africains. Lorsque Jean-Pierre Cotte commence donc à mettre en pratique, à diligenter ces orientations-là, mais Mitterrand lui dit non, non monsieur, ce n'est pas comme ça, notamment. Alors qu'est-ce que Jean-Pierre Cotte fait? Il démissionne. Il lui dit, monsieur, ce n'est pas comme ça, il rentre enseigner. Il rentre enseigner. C'est le même Jean-Pierre Cotte qui est venu nous aider pendant la crise de Bakassi pour dire que non, moi, de l'expérience universitaire que j'ai d'intellectuel, voilà, du peu que je connaisse du Cameroun et du Nigeria, voilà les vraies frontières. Il vient nous aider. Mais alors qu'on l'avait mis de côté, pourquoi nos ministres ne peuvent pas, il a parlé tout à l'heure du ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de la culture, pourquoi ils ne peuvent prendre cet engagement-là? D'ailleurs, que c'est des grands enseignants. Moi, le Combi, c'est un brillant enseignant. Et ils disent que pour le moment, voilà ce que Bimbia, c'est ceci. Bimbia, c'est là, ainsi de suite. Bimbia devait devenir le Gorée camerounais, puisque Bimbia ne s'arrête pas qu'à Bimbia. Parce qu'au niveau de Bimbia, puisque lorsque vous arrivez à Limbé, vous arrivez à Bimbia, il y a un autre lieu qui se trouve plus loin, dans la mer. Donc il faut prendre la chaloupe pour aller découvrir. Ce n'est que le premier lieu où on accostait, mais après, il y a encore Bimbia. Il faut continuer. Ce que vous regardez là, depuis de la télévision, ici, c'est l'ancienne usine de transformation de l'huile. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont créé un lieu où ils transformaient de l'huile. C'est ce site qu'on a arrêté. Mais le site véritable des esclaves est encore dans l'une des mangroves. Pourquoi ne pas se déplacer, aller de ce côté, créer toute une industrie? Ça, il faut se poser les questions. Regardez les émissions de télévision au Cameroun, partant de la chaîne nationale en descendant. Combien de télévisions au Cameroun parlent de culture? La vraie culture, elles sont combien? Combien de plateaux télé où on fait des débats, on invite des historiens? Vous voulez qu'on parle des historiens? Combien d'historiens sont invités sur les plateaux de télévision pour venir débattre? Non, c'est deux disciplines. Sport, politique. Sport, politique. Élection législative, élection municipale. Élection ceci, élection cela. Voilà ce de quoi on parle. Inscription électorale, inscription ceci. Vous voulez qu'on parle de quoi en termes de politique? Voilà un peu les archives nationales. Il y a quoi dans les archives nationales? En termes d'image du Cameroun, il y a quoi? Lorsqu'on préparait le cinquantenaire, on a pris les images où? Arrêtons de se tromper. Comment on est arrivé là? Oui, justement. Charles, maintenant, non, la chaîne nationale a changé. Maintenant, les documentaires sont sud-ouest, nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest. On va au nord-ouest. On prend les gens qui ne sont pas du nord-ouest. Tu es arrivé ici quand tu dis, ça fait 20 ans que je suis là. Et comment ça se passe avec les gens d'ici? Oh non, ils sont accueillants. C'est maintenant comme ça. C'est ce que la chaîne nationale fait maintenant. Regardez le monument Leclerc. J'ai encore à dire sur ça. Regardez l'argent qu'on a dépensé pour encadrer. De peur que Blaise et Sama va encore aller casser la tête. Aller retirer la tête de Leclerc. C'est l'argent du Cameroun, non? L'autre jour, c'est un Français qui l'a porté plainte. Tu sais ça, Mégui? C'est un Français qui a porté plainte à un Camerounais. Parce qu'il réclame qu'on mette les monuments de nos héros. Eh, Seigneur! Et le gouvernement est là, personne ne parle. On dépense seulement l'argent pour aller encadrer le clair, un monument. La pléthore de ronds-points nus qu'on a dans cette ville, par exemple. On a des ronds-points sans aucun monument, sans rien de... Mais on se demande bien qu'est-ce qui empêche justement qu'on y appose des stèles Et avec des noms bizarres. Et des noms... Trois bordels. J'ai raté ma vie. Voilà. Carrefour américain. Voilà, justement, Bombok, je voudrais que nous revenions là-dessus, au-delà des constatations, effectivement, qui sont alarmantes quand même, parce qu'on a à cœur de voir quand même un Cameroun de demain avec une jeunesse qui soit instruite, qui soit effectivement ancrée dans la chose historique, au-delà effectivement de ce que nous avons évoqué ici. Quelles peuvent être les solutions de sortie de ce que je pourrais appeler cette léthargie ou cette stigmatisation effectivement de l'histoire de nos pays, de nos peuples? J'ai envie de citer là un texte de Ruben Umnover qui disait « Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. » Il disait donc que c'est la jeunesse en réalité qui doit se dire que mais on en a marre. Il y en a marre quand même bouleversé au Sénégal. Il y en a marre quand même bouleversé au Burkina Faso. Donc, et que aujourd'hui, l'expérience encore qui nous vient de Macron ou alors de Tsipras en Grèce nous montre qu'en fait, c'est les jeunes qui peuvent commencer à s'organiser, premièrement pour, comment je vais dire ça, exiger de nous qui sommes leurs parents
de leur dire, de leur expliquer. Comme disait Megui tout à l'heure, quoi signifie Carrefour 3 voleurs? C'est-à-dire qu'on commence effectivement à regarder, quand on aura honte de dire de certaines choses, on sera donc obligé de leur apporter un certain éclairage de leur vie et de notre vécu, de notre histoire. Et c'est comme ça que, de bout en aiguille, on finira par, comment je veux dire, à construire une conscience nationale. Une conscience nationale parce qu'on a déconstruit l'histoire de ce pays. Donc c'est nous, 2 ou 3 personnes. Généralement, on ne va pas organiser une assemblée générale des Camerounais qui voudraient, comment je veux dire, reconstruire la mémoire de leur pays. Non, c'est un groupe de 3, de 4 qui s'entend, qui réunit, qui commence les productions, comme vous avez demandé tout à l'heure, des historiens. Nous qui avons accès à ces livres-là, on commence à faire des éducations, etc. Non, parce que c'est comme ça que est né d'ailleurs le syndicalisme au Cameroun. Hein. Ces 3 personnes sous l'encadrement d'un Français, ils ont commencé et c'était parti. Donc on peut commencer par des groupes, par des trucs comme ça pour initier nos jeunes. Peut-être une solution partirait également, Megui, de la révision du système éducatif, qui en lui-même est également l'un des leviers. En pleine décrépitude sur tous les plans. C'est-à-dire que tant sur le plan des programmes même, en eux-mêmes, et du contenu des programmes. Aujourd'hui, on parle de l'histoire. C'est un vrai désastre. C'est un vrai désastre. Qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je me rappelle que mon père, qui me dit que dans notre village, il y a une grotte. Il y a une grotte qui est très réputée aujourd'hui dans le milieu banane, excusez-moi, où justement, pendant le maquis, les gens allaient se réfugier pour fuir les assauts des assaillants. Voilà, justement, c'est des lieux, qu'on peut visiter. Il faudrait qu'aujourd'hui, on a le centre culturel camerounais, je ne sais même pas si ça fonctionne encore ou ça ne fonctionne même pas. C'est là, on ne sait pas trop à quoi ça sert, le centre culturel camerounais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le réhabiliter? On a un centre culturel français ici, où les Camerounais se déversent pour aller lire, je ne sais pas trop quoi, où tous les spectacles se font. Mais le centre culturel camerounais, en plein Cameroun, est voué à l'abandon. On n'en parle même plus. On ne sait même pas pour certains où ça se situe, où ça se trouve. C'est désastreux. Il y a quelques années encore, quand il était opérationnel, on savait qu'on pouvait y aller. Il y avait des représentations, il y avait des théâtres, il y avait ceci. Voilà, qu'on réhabilite déjà ces espaces-là, qu'on essaye de mettre la main sur des historiens. Il y en a qui connaissent l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, on voit notre équipe qu'on appelle les Lions indomptables du Cameroun. On ne sait même pas d'où est partie cette appellation. Ce qui est important, il faudrait que les enfants sachent pourquoi on appelle les équipes nationales du Cameroun les Lions indomptables, d'où c'est parti. On voit ici à la résidence présidentielle à Bonanjo, il y a un monument qui est le lion banane. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui est ce lion banane. C'est autant de choses. Les gens viennent là, on voit juste un monument, on n'explique pas aux enfants ce que ça signifie, qui a été le lion banane, qu'est-ce qu'il a fait pour l'histoire du Cameroun. C'est terrible quand même, c'est terrible. D'accord, Charles Hamel, Mbomboka a bien fait de parler de l'expression « il y en a marre ». Ce ras-le-bol qui pourrait finalement précurser une nouvelle dynamique autour du respect ou de la restitution de ces valeurs, de ces figures historiques, ces héros nationaux. Oui, il y en a marre, mais il y en a marre qui a été brisé. On a pas mal de jeunes qui se sont lancés dans la création des musées. Des musées, je commencerai par des musées privés. Ici dans la ville de Douala, que ce soit même dans le sud, une partie du sud Cameroun, ces musées n'ont pas prospéré parce qu'ils n'ont pas reçu de l'aide, il faut le dire. Les gars ont commencé à se battre, à un moment donné, ils se sont fatigués, les projets sont tombés en désuétude. Allez voir là où se retrouve le chef traditionnel, l'artiste musicien de Kribi, Eko Roosevelt. Il est tout un chef. Regardez à quel niveau, regardez le patrimoine seul qu'il a dans son environnement. Si on avait mis, comment on va dire, on avait mis sur pied une politique de promotion, vulgarisation, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce serait une destination. Il faut qu'on insiste sur l'éducation. L'éducation est la base de tout. Si nous ne plantons pas sur l'éducation, nous allons échouer. Il est temps qu'on marque un arrêt et qu'on commence à inculquer les véritables valeurs. Sur le plan artistique, il faudrait qu'on finance véritablement la promotion et la recherche sur le plan des films. Regardez le Nigeria. Tous les films nigériens, vous voyez, on vous amène dans les forêts,
On vous amène le fashion entre, les jeunes filles se décorent traditionnellement, elles utilisent des poudres blanches que nos femmes avaient oublié ici, le maquillage naturel. On retrouve même un environnement. Et ils ont mis en valeur leur culture. Vous avez les cartes postales. Aujourd'hui, on ne retrouve plus les cartes postales. À une certaine époque, on célébrait la culture. Vous avez le Rumsiki, vous avez le Mont Lonako, on retrouvait en carte postale. Tout a disparu parce que lorsque les téléphones portables, les technologies sont arrivées, on a tout oublié. Il faudrait qu'on pense ce que j'appelle les festivals régionaux. Qu'on arrête ces histoires où chaque village va sortir, dire j'ai mon festival. Non, on dit l'Ouest. L'Ouest, si on veut, mais qu'on fragilise en descendant par département, mais qu'on organise des festivals pour mettre à la sellette, que ce ne soit pas un lieu où on vient vendre les beignets haricots, que ce ne soit pas un lieu où on vient vendre les pantalons jeans, que ce ne soit pas un lieu où on vient chanter le makossa, mais qu'on vienne véritablement mettre en exergue la culture des différentes régions. Il faudrait qu'on pousse la recherche culturelle. Les derniers laboratoires aujourd'hui ont quel âge? Avant lui, on a eu Joseph Marie Essomba, on a eu les professeurs Jean-Paul Moutier, on a eu Pascal Kemfa, on a eu des gens qui se sont jetés dans la culture, mais qui sont décidés dans un état véritablement lamentable. Il faut penser à la promotion de nos langues. Les langues aujourd'hui, regardez encore les chaînes, les radios et télévisions. Combien de chaînes il y a une émission en langue pour vulgariser la langue nationale? Il n'y a pas. Donc ça, c'est encore patrimoine. Pourquoi ne pas faire d'une zone comme Banenkop, musée naturel du maquis, par exemple, ou Bacha, musée naturel du maquis? Pourquoi ne pas prendre Bimbia comme musée naturel de l'esclavage, où on essaie de reconstituer l'ensemble des éléments? Il faut attendre un financement allemand ou autrichien pour descendre à ce niveau. Pourquoi ne pas faire de l'Est une zone zoologique où véritablement on va retrouver toutes les essences, les espèces animales et fauniques? Pourquoi ne pas faire du centre-sud une zone des vestiges? Parce que l'ensemble des bureaux aujourd'hui sont sur les vestiges. L'ensemble des domiciles même des différents patrons, des ministres sont des domiciles coloniaux. Pourquoi ne pas faire une zone des vestiges? Pourquoi ne pas faire très simplement du sud-ouest et du nord-ouest une autre zone culturelle où on a eu les Allemands, on a eu les Britanniques? La preuve, même le gouverneur du sud-ouest réside dans une maison britannique ou allemande, si je ne me trompe pas. Donc je dis, on a des vestiges, mais on ne veut pas travailler. Allez. Bon, Bengan, pour sortir, je vais peut-être permettre que chacun fasse un dernier tour de table sur la question pour sortir, parce qu'après, il faudra qu'on s'arrête un temps, soit peu. Alors, quelles peuvent être les conclusions? Que peut-on tirer comme leçon de cette situation? Non, après avoir fait ce constat-là, moi je pense que nous devons tirer la conclusion selon laquelle ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement, pour l'avenir de ce pays, les dirigeants actuels ne peuvent plus le faire. Ils nous ont montré ce qu'ils ont pu faire. Et je pense qu'au Cameroun, c'est simple, tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. On laisse, c'est tout. On laisse. Oui, parce que Ayidjo a démissionné, il avait 59 ans. Bon, il n'a pas pu. François Hollande, dernièrement, il a dit « je ne peux pas ». J'ai promis de réconcilier le peuple camerounais, je me rends compte que je ne pourrai pas. Donc, quand on ne peut pas, on laisse, qu'au lieu de nous tourner dans des discours politiciens. Merci. Aribel. Oui, quand on ouvre les bibliothèques encore dans nos écoles, il n'y a plus les bibliothèques. Avant qu'il y avait la récréation, il y avait certains élèves intelligents qui partaient prendre les livres, ils lisaient. Et qu'on revienne avec les anciens livres là, qu'on laisse tomber le business que le gouvernement est en train de faire, que quelqu'un dépose l'enveloppe, c'est son livre qui est sur le marché, et un livre faible. Franchement, qu'on revienne avec les anciens livres et qu'on enseigne l'histoire à nos enfants. Qu'on ne nous force plus la langue, les Chinois, l'italien, on force nos enfants à apprendre ça. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi alors que le Mendy Maël là, il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues au Cameroun. Mais on te force, l'enfant passe à aller en quatrième, il a son entrée en quatrième, tu vois, mais entrer en quatrième, Italie. Il passe quoi là-bas? Il est italien. Ça va lui servir à quoi? Alors que nous, on a nos langues ici au pays. Donc ne nous forcez plus et revenez avec nos anciens livres. Ça va marcher. Mondialisation, si vous voulez, politisation également des enseignements, ce qui porte un coup aux valeurs culturelles. Le Cameroun, Megui, vous conviendrez avec moi, une mosaïque culturelle, une grosse richesse sous-exploitée, serait-on tenté de dire. On a une très très belle histoire, on a beaucoup de choses à découvrir dans notre pays. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui on en soit là. On a les Camerounais aujourd'hui, on a l'impression qu'on rejette
on a l'impression qu'on rejette tout ce qui vient de notre culture. Aujourd'hui, on a des enfants qui trouvent que c'est ringard de parler leur langue maternelle en public, ce qui est c'est désolant, parce que justement, oui, c'est que quand tu parles à ton enfant en langue maternelle, il est tenté de te répondre en français, parce qu'il trouve que devant ses amis, c'est ringard. Ça peut être pris comme ça de façon anodine, mais c'est grave. C'est très grave. On a reçu la semaine dernière une dame qui était là avec sa fille, qui a épousé un Danois, qui nous a dit qu'elle a perdu l'habitude de parler la langue maternelle à ses enfants parce que son mari trouve que quand on parle en langue maternelle devant lui, ça veut dire que on parle de lui. Donc ils refusent et ils imposent que leur langue soit utilisée. Donc il faudrait qu'on en fasse pareil. Si on doit être jaloux de notre patrimoine. Allez, merci Megui. Restons avec vous pour tenter de parcourir également quelques réactions SMS que nous avons reçues. Voilà, donc on a ce message qui nous dit « Nos intellectuels sont pour la plupart des extravertis. Je souhaite que vous invitiez le professeur Koumba Doumbé, 3 pour éduquer la population. » C'est Ngassa Blerio qui nous écrit depuis Yaoundé. Un autre message qui nous dit « Lions indomptables, une trouvaille de Félix Tonyembok du temps où il était ministre de la Jeunesse et des Sports dans les années 80, en 1971 ou 73, ou quelque chose comme ça. » C'est Pauline Poincier. Merci. Je discutais avec un ancien joueur, je vais vous le dire, je discutais avec un ancien joueur ce week-end, mais j'étais surpris qu'il ne connaît même pas les noms des premiers joueurs qui sont passés. Il parle d'Albert Roger Mila. J'ai dit non. Avant Albert Roger Mila, nous avons écrit. Ça devait être une histoire. Absolument. On devait s'approprier de l'histoire. Je ne peux pas entrer dans un domaine sans maîtriser ceux qui m'ont précédé, sans voir. Oh, c'est ça, c'est malheureusement ça. Malheureusement, Charles Armel. Alors, Megui, y en a-t-il d'autres messages? Oui, bien sûr. D'accord, on va pouvoir rendre encore peut-être 2. On a Patrick qui nous dit je dirais qu'un ami ne se fait pas en peu de temps. L'amitié est le fruit de l'amour. Et pour avoir un ami de nos jours, il faut avoir vécu une enfance, par exemple. Pourquoi les amitiés, vous pouvez vous rencontrer au lieu de travail, absolument, et nouer vos lieux d'amitié. Tout à fait. Donc, un autre message qui nous dit toute amitié est liée par l'intérêt. On n'est pas amis par hasard. Le problème qui se pose, c'est le type d'intérêt. Quand il est financier, matériel, il y a un problème. Herman depuis Makepe. Merci Herman. Donc, la vraie amitié se bâtit quand on est vraiment attaché à Dieu. L'homme déçoit toujours, mais Dieu reste l'ami fidèle de l'homme. Modeste qui nous écrit de l'homme. Allez, vivement que les échanges et puis les analyses se poursuivent dans les différentes chaumières. Que les échanges et puis les analyses se poursuivent dans les différentes chaumières. On va observer une petite pause, après quoi nous serons revenus pour la seconde partie de cette production. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette production du lundi. Megui va nous accorder la suite en fait de la lecture de quelques messages qui nous sont parvenus. Et oui, Didier, donc on a monsieur Tekam Tonke depuis Bonamoussadi qui nous dit je voudrais juste exposer que le contexte socio-misérabiliste camerounais justifie le recul de la vraie amitié. L'intérêt à outrance a obstrué cette affection partant de l'amitié. Voilà. Non, je ne pense pas. Parce que nous sommes occidentalisés. Dans la tradition africaine, c'est précisément quand ça va mal que les gens sont liés d'amitié. Malheureusement, parce que nous avons mal copié les Blancs. Voilà, donc on a Alex depuis Yaoundé qui écrit « Notre pays s'enfonce à cause des politiques actuelles qui font du griotisme au chef de l'État et se soucient d'eux-mêmes. Tout est à refaire en commençant depuis le sommet. » Et voilà. Bonjour à tous. Les martyrs camerounais sont enterrés dans tous les sens du terme sur impulsion des colonisateurs et de leurs pions sur l'échiquier politique. C'est triste pour notre pays, mais la responsabilité de tous les Camerounais est ici engagée. Les Camerounais. Il faut dire qu'il y a certains de nos martyrs qui sont passés au Cameroun, qui sont hors du Cameroun. Il y a des qui sont en Guinée-Conakry, et il y a d'autres qui sont au Sénégal. Ils sont éparpillés. À Khartoum. À Khartoum, oui. Ils sont éparpillés. Il faut qu'on procède au retour, au rapatriement de leur reste. On ne peut pas les ériger au rang d'héros nationaux ou héros nationaux dans notre pays, permettez-moi l'expression, et qu'on se retrouve avec ceci que les corps sont dispersés et que les familles n'en jouissent pas. Parce qu'il faut, lorsque vous devenez un héros,
pour un pays. Il y a quand même quelque chose hein, que vos descendants puissent percevoir. En principe, il devait même avoir un cimetière qu'on appellerait Panthéon, où on les met tous et tous les jeunes aillent de temps en temps se ressourcer et se remémorer. Même le président Amadou Ahidjo a été érigé en héros national. Oui, oui, absolument. Voilà, justement, mais ces restes ne sont pas en terre camerounaise. Nous avons 12 milliards qu'on a dépensés pour réfectionner le palais des congrès. Je m'interroge à ce niveau, ça nous servira, ça va nous servir à quoi? 12 milliards qu'on va dépenser ainsi. Pourtant, il y a des besoins criards. Le tourisme, la culture, c'est le secteur véritablement lésé du Cameroun. D'accord, merci. Permettons à Megui de poursuivre avec la lecture des réactions. Voilà donc pour l'histoire du jour, on a ce message qui nous dit ça c'est un vrai ami. Il a eu l'intelligence il a eu de l'intelligence de rembourser cet argent en moment opportun. Pourquoi son ami ne lui avait pas donné? Pourquoi parler de prêt si on est amis? Pourquoi attendre quand l'ami est malade pour venir rembourser? Quand ton argent depuis tu ne rembourses pas. À son chevet en plus. Et il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé. Tu peux rembourser dès le moment qu'il t'a appelé, il t'a dit bon, l'argent là, pardon, si tu viens avec. Mais tu viens rendre. Ça veut dire que si tu n'avais pas son argent, tu n'avais même pas venir à l'hôpital. Oui, si tu n'avais pas son argent, tu n'avais pas venir à l'hôpital. Il s'était dit, si mon gars il meurt là maintenant, j'aurai un problème de conscience. Voilà. Comment aller remettre l'argent quand il sera enterré? Voilà, ceux qui nous dirigent ne sont pas des Camerounais, ils ont peur de l'histoire. Chez nous, on célèbre les criminels. Pourquoi la France n'a pas la statuette d'Hitler? C'est Gaël depuis l'Ogbaba carrière. Absolument. Belle question. Pourtant, on sait ce qu'il traverse, notre cher activiste et ami André Blaise Issama tous les jours lorsqu'il tente de ramener les uns et les autres à comprendre que nous devons plutôt nous atteler à valoriser nos figures historiques. Voilà. Donc, Armand Cédric qui dit, moi je pense que c'est le gouvernement camerounais et son système éducatif qui font problème dans la mesure où on enseigne plus l'histoire des autres que la nôtre dans nos établissements scolaires. Le plan Marshall. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre froide, excusez-moi, je cite comme ça me vient, la guerre froide, la guerre d'Indochine. L'impérialisme. L'impérialisme. Qui a découvert la mairie? On fait quoi? Qui a découvert le Cameroun ici? Je ne connais pas qui a découvert le Cameroun. On parle de qui a découvert la mairie chaque jour. Ça nous sert à quoi? La suite, Megui. Donc, cet autre message qui nous dit « Je voudrais juste exposer que le contexte socio-misérabiliste camerounais justifie le recul de la vraie amitié. L'intérêt à outrance a obstrué cette affection parlant de l'amitié. Voilà. C'est un message qui est certainement revenu. Je vous propose également de faire un petit détour sur la toile, si vous voulez, pour que nous ayons quelques petites réactions qui nous sont parvenues à travers les réseaux sociaux. C'est tout de suite. D'être la revue des réseaux sociaux. Merci Didier. Justement, en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux, il faut le dire que le Cameroun a été très agité depuis vendredi dernier, déjà en commençant par ce carnage qui s'est tenu à Kousséri. Donc un jeune gendarme tue 4 de ses collègues parmi les victimes. On a son capitaine co-escadron en la personne de Monsieur Ondoa, c'est ainsi qu'on l'appelait. Un de ses camarades gendarmes qui a été blessé, 2 gendarmettes, Carole Dengue, on a eu le nom d'une d'entre elles et la secrétaire de ce capitaine donc. Et une femme également qui tenait un foyer. Il aurait pu tuer également une autre gendarmette qui a eu la vie sauve en allant se réfugier dans les locaux de la police voisine. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce jeune gendarme à commettre ces atroces crimes? Il nous dit, je le cite, tout serait parti donc d'une demande de permission courant octobre 2016, émise par l'élève gendarme à son capitaine co-escadron pour se rendre au CHU de Garoua afin d'effectuer des examens médicaux. 4 jours lui ont été accordés par son capitaine. Il en a fait 5 jours de plus sur la demande du médecin, ce qui n'a pas plu au co-escadron qui avait envoyé déjà un message à Yaoundé au motif de désertion du gendarme en temps de guerre avec suspension de solde et traduction au tribunal militaire. Début mars, donc, l'élève gendarme dit qu'il a raté le galon de gendarme à cause des diverses sanctions qui pèsent sur son dos à cause du capitaine co-escadron. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se rend dans le bureau
son capitaine et lui demande de lever les sanctions contre lui et de permettre qu'il rentre en possession de son solde. Et le capitaine se lève en le menaçant de son pistolet et lui intimant de sortir de son bureau. Il est sorti et il est allé justement au poste de garde où il a pris une arme AK-47 plus 6 boîtes de chargeurs. Il est revenu dans le bureau de ce capitaine-là et il a arrosé de balles. Il a arrosé de balles. Il a également tiré par mégarde sur son camarade et il a pris la peine de s'excuser en lui disant « Cher camarade, je n'ai rien contre toi ». Il a arrosé de balles la secrétaire du capitaine et il est allé derrière le bureau où il y avait donc 2 gendarmettes qui étaient en train de faire de la lessive et qui causaient avec une dame qui tenait un foyer juste à côté de cette gendarmerie-là. Il a également tiré sur les 2 gendarmettes. Il a tué la dame qui tenait la tenancière du foyer. Il a tiré sur les 2 gendarmettes. Il y a une qui s'est affalée et il l'a arrosé de 6 balles, il a précisé 6 balles. Et l'autre allait se réfugier dans un poste de police. Donc, sur la toile, les internautes sont scandalisés, sont dépassés. On se demande bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut pousser, même si les raisons ont été énoncées, qu'est-ce qui pourrait justement motiver un tel massacre? Justement, c'est quand même compliqué. On se serait, s'il avait réglé son compte avec son supérieur hiérarchique, voilà. Bon, on se serait, peut-être on l'aurait compris, mais pas justifié, hein, parce que rien ne justifie ici ce genre des arguments. Encore que dans la suite, il y a encore une information qui dit que lui, il avait les faveurs de commandant de légion, de gendarmerie, donc il avait même bénéficié d'autres permissions plus tard. Pourquoi donc même ne pas se rendre auprès du commandant de légion, le commandant de la légion de gendarmerie pour la régularisation de c'était au point où c'est ce dernier qui aurait intimé l'ordre au capitaine ici de dire voilà et tout. Maintenant, l'autre problème aussi qu'il a expliqué là-bas et qui n'a pas peut-être été rendu public, c'est qu'on se moquait de lui. Voilà. Comme il n'était pas un homme, et même les gendarmes disaient qu'il n'était pas un homme, apparemment il avait des problèmes, il ne pouvait pas avoir de copines, d'impuissance, il avait des problèmes d'impuissance. Donc, et il profite de ça pour régler le compte. Vraiment, c'est bête, c'est vraiment bête. Aller jusqu'à cet extrême-là, c'est vraiment injustifié. D'accord. Triste jour, hein, triste vendredi. On en parle, nous avons pratiquement des larmes aux yeux à voir la jeunesse effectivement de ce gendarme-là et les crimes qu'il a commis consciemment au nom d'une quelconque frustration de ses collègues, de ses camarades d'armes. C'est incroyable. Je dis à Didier, pourquoi les Camerounais bavardent comme ça là? On a dit que c'est parce que le commandant prenait sa femme. Alors on dit qu'il est impuissant. Taisez-vous. Quelque chose sort. Cherchez à avoir l'information. Je te jure, Didier, j'ai reçu l'information que c'est parce que le commandant prenait sa femme. Et il a tiré les autres gendarmes parce que les gendarmes étaient les 10. Tu connais 10, non? Les gens qu'on appelle 10. Donc ce sont eux qui jouaient le jeu. Sa femme passait toujours entre les mains de ces gendarmes-là avant d'aller retrouver le commandant. On a même dit qu'il est allé en mission. C'est de retour de la mission qu'on lui dit que sa femme a fait 2 jours avec le commandant. Les Camerounais. Maintenant, vous avez suivi, non? Megui a bien expliqué. Ce n'était pas par rapport à sa femme qu'il a tué. Mais ça ne justifie pas quand même ce qu'il a fait. D'accord. Franchement. Cher Lamel, la vie est sacrée. Je pense que c'est pas, cet aveu n'est pas officiel. Ça n'a pas été rendu officiel par les autorités camerounaises. J'ai bien peur encore que ce soit nous soyons dans les supputations parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Vendredi, on parlait des crimes passionnels. Samedi, on parle d'un problème d'impuissance. Les réseaux sociaux nous arrosent en disant c'est une frustration. Oui, peut-être je vais pencher sur la thèse, sur l'une des 2 thèses. Hein, la frustration, pour dire que ce n'est pas seulement dans le corps de la grande muette qu'on voit ces frustrations. Même dans les différentes entreprises, que ce soit publiques, privées, que ce soit aussi même, disons-le comme ça, des entreprises confessionnelles. Il y a ces frustrations. Vous avez des gens
qui bloquent l'avancement, qui bloquent la carrière des autres par des voies que seuls connaissent, disons-le comme ça. Vous avez au niveau de l'administration des gens, comment se fait-il que vous avez enseigné un enfant à la 6e, 5e, 4e, vous l'avez tenu de main, il sort, il va à l'école normale, il sort de l'école normale, il revient être proviseur dans le même établissement, là où vous l'avez tenu la main. N'est-ce pas là une frustration dans le corps de la magistrature? Vous avez des gars qui sont sortis hier, qui arrivent dans une juridiction, ils trouvent des magistrats de quartier, mais lui, il vient être le supérieur. Donc j'estime que c'est une frustration. Il y a des personnes qui jouissent un peu plus d'avantages dans certaines entreprises que d'autres personnes. Pourquoi et au nom de quoi? Je pense que ça nous interpelle un peu plus. Et je crois, et je le dis, et je ne cesse de dire ici qu'il faudrait que nous pensions à faire les états généraux de presque tout dans ce pays, parce que rien ne va. Il faut les états généraux où on va réfléchir sur les différentes, les possibles orientations. D'où vient-il que son propre, le commandant escadron ne lui accorde pas une faveur d'un congé et que ce soit le collégien, que ce soit le supérieur qui accorde et que ce soit validé tant on sait que l'armée est disciplinée et respectée. Donc il faut dire que je prends cela avec des pincettes. Moi je souhaite les condoléances à toutes les familles durement éprouvées, on ne l'a pas souhaité, mais je crois que ça interpelle à plus d'un titre. À plus d'un titre, Charles Armel, vous faites bien de le rappeler. Bombok Bengan, c'est vrai qu'il y a également, même si il faut quand même rappeler que nous allons nous en tenir aux supputations et aux différentes réactions qui jonchent la toile, mais quand même tirer à bout portant sur des personnes avec qui on a partagé quelques semaines, quelques mois d'existence. Comment comprendre cela? Non, ici nous sommes dans l'armée. Hein. C'est l'armée, c'est les hommes en tenue. Lorsque vous y allez, au début de la crise anglophone, dernièrement en octobre, novembre 2016, j'avais fait un tour dans le sud-ouest pour un peu approcher le cas de Bir. Et la chanson qu'on entonnait là-bas le soir, vraiment, ça m'a intrigué. C'est vrai, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien, mais lorsque vous entendez dans leur formation, on leur dit de chanter Jésus m'a abandonné, Satan m'a adopté. Alors, ça m'a donné des frissons. Je me suis rappelé, comme moi j'aime me référer à l'histoire, je me suis dit, pourquoi on continue à former nos hommes en tenue dans la répression? Dans la répression, est-ce qu'on n'a pas les coups de droits de l'homme dans leur sein? Première interrogation. Et précisément, comme disait Charles Armel, s'il y avait plein de cours et d'orientation dans les droits de l'homme, on aurait mieux géré cette frustration. On aurait géré. Maintenant, c'est des hommes tenus, ce n'est pas comme vous et moi. Au point où il va même tirer sur son ami. Et il demande pardon sur le cadavre. Alors pourquoi ne pas se limiter au commandant de compagnie, le capitaine qui l'a tiré? Il a quand même arrosé beaucoup de gens. Voilà justement la curiosité. Il se serait arrêté. C'est des hommes en tenue, c'est des hommes en tenue. Ils sont habitués à la guerre, on les forme pour la guerre. Et lorsque la bile monte, il ne reconnaît plus. Même, je suis sûr que même si c'est sa maman qui était devant lui, il aurait tiré. Il a précisé, bon, juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, il a précisé qu'il a tiré sur la secrétaire parce qu'elle était au courant de tout cela. Il ne l'a pas prévenu, lui. Voilà. Et donc, même les deux gendarmettes qui étaient en train de faire la lessive, il a dit qu'il s'en est pris à elle parce qu'elles étaient au courant qu'il y avait une lettre de désertion qui avait été émise contre lui et elles ne lui ont rien dit et que cette dernière était celle qui rapportait ses faits et gestes au capitaine co-escadron. Et il faut dire que quand il a tué l'une des gendarmettes, celle qui allait se réfugier dans le poste de police, il a suivi jusque là-bas et il a intimé aux policiers de lui livrer cette dernière afin qu'il en finisse avec elle. C'est là où est survenu le commissaire justement qui a essayé de le dissuader et qui y est parvenu. D'accord. Jusque-là, moi je dis, transposons cela dans la vie sociale. Vous avez dans des entreprises les gens dont la fonction principale est d'être des rapporteurs. C'est-à-dire des gens qui passent le temps à rapporter. Je me saisis, je me saisis ce que vous dites au bon. Parce que vous avez fait X, on rapporte au patron que l'individu X a fait ça et on met plus. Vous avez fait X, vous avez décroché un coup de fil, vous parlez de X ou Y. En fait. Voilà, des taupes. Pour ça que je dis des rapporteurs, des gens qui sont spécialistes du Congo, ça si vous voulez qu'on dise comme au quartier, donc qui brillent. Que ce soit dans l'administration publique ou dans les entreprises, c'est grave. Donc il faudrait qu'ils essaient de transposer cette histoire en disant quand vous décidez de briser la vie d'un individu, sachez qu'un homme qui a tout perdu
perdu est prêt à tout. Ça, il ne faut pas l'oublier. Un homme qui a tout perdu est prêt à tout. Justement aujourd'hui, on condamne vertement, hein, on condamne vertement l'acte qui a été posé par ce jeune gendarme. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler aux uns aux autres qu'on ne s'amuse pas ainsi avec la vie des gens. Quand il est question de sentiments, il faut faire très attention. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être à la tête d'un organe, d'une institution, et vous, de façon arbitraire, vous décidez du destin des uns et des autres. C'est-à-dire que vous avez ce jeune gendarme qui a sué de toutes ses forces pour se retrouver là où il est. Parce que, supposons même que c'est un problème de femme. À cause d'un problème de femme, vous décidez de ruiner sa vie, de cette façon. Aujourd'hui, on tire contre ce jeune garçon. Mais je dis, on ne juge le maçon. Parce que lui, il allait là, effectivement, au Congo. Hein, quand vous désertez, et surtout dans une région où il y a la guerre, ça, c'est détruire sa vie. Non seulement, il est malade. Vous refusez de lui accorder des permissions afin qu'il puisse se soigner. Vous moquez carrément de lui. Voilà. Non seulement ça, en plus, vous faites quoi? Vous suspendez son solde. Ça veut dire qu'il n'a plus d'argent pour pouvoir fonctionner. Il ne peut même pas assurer son traitement. Il vous demande une autre permission parce qu'il n'a pas de salaire. Il ne vous permettez pas. Il gratte ses galons de gendarme. Et non seulement vous faites une lettre, vous dites qu'il a déserté en temps de guerre, et il est traduit au tribunal militaire pour un jeune garçon. Pour un jeune garçon qui déjà subit des railleries selon lesquelles il serait impuissant, il serait ceci, serait... Non, il faut dire que c'est un peu trop. C'est l'occasion, ne vous amusez pas avec la vie des gens. Ne vous amusez pas avec la vie des gens. Quand vous travaillez, des gens viennent à leur lieu de service pour chercher de quoi manger, nourrir leur famille. Vous brisez toute une vie comme ça, vous êtes assis. C'est très dangereux, voilà ce qui peut arriver. Je me rappelle de ce professeur qui était décédé, je ne sais pas de quel côté, je me disais que c'est la 3e. Parce que l'élève était arrivé, il avait surpris l'élève en train de fumer. L'élève allait le voir en lui disant que non, c'est parce qu'il a des problèmes, il marche avec des amis, il promet arrêter. Le professeur a dit qu'il va le faire radier. Or, apparemment, l'enfant avait des problèmes dans la famille. On lui a dit, si jamais tu te fais encore renvoyer, c'est terminé pour toi. L'enfant, effectivement, a été radié. Il a cherché un poignard, il a attendu le professeur qu'il sortait et il lui a planté dans le corps. Donc, pour dire qu'à un moment donné, il faut avoir plusieurs leviers. Absolument. Encore que rien ne saurait justifier un crime, la vie. Dit-on est sacré. Merci Megui de nous livrer également la seconde histoire. Donc la deuxième information qui est relative à ce naufrage en mer d'un bateau du Bir, le Mundemba, qui est parti de la base du chantier naval de Douala dimanche matin, le 16 juillet pour Bakassi. Dans ce communiqué de presse du ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui informe l'opinion nationale et internationale de ce naufrage. Et on note justement que ce bateau allait à Bakassi pour un ravitaillement, ayant à son bord 37 personnes, y compris l'équipage, qui a chaviré donc au large de Debouncha le 16 juillet 2016 vers 6 heures. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. Jusque-là, 3 soldats ont pu être secourus, mais le bateau semble avoir coulé au fond des eaux. Des recherches donc d'éventuels survivants sont en cours, mais 34 personnels sont jusqu'à présent portés disparus. Le bateau était piloté justement par le lieutenant-colonel Moussa. Voilà. C'est une perte de trop, absolument. Et là, effectivement, selon les circonstances, c'est la météo qui a été favorable à nos vaillantes forces de maintien de l'ordre. Mais bon, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et en ces temps-là, Bengan, c'est vrai qu'on peut également indexer la météo comme vous le dites si bien, mais quand même, je crois que c'est des choses qui sont prévisibles quand même. Lorsqu'on a l'habitude de ces transactions ou de ces déplacements, on sait scruter le temps aussi. Ah oui, c'est vrai. Encore que nous avons, comme on dit, une armée marine qui maîtriserait très bien la météo, quel que soit le temps, et que le Bir, c'est quand même une force spéciale. Je ne sais pas. Bon, comme c'est la Grande Muette, on ne peut pas nous dire si le navire était vraiment bien affrété, était de bonne qualité, n'avait pas de problème technique ou quoi, ou bien si ça peut arriver à n'importe quel moment, mais toujours est-il qu'une perte de ce genre pour une unité d'élite comme le Bir, j'ai dit, ça peut atteindre le moral des troupes.
ce serait vraiment dommage pour nous. En souhaitant nos condoléances les plus attristées aux différentes familles et beaucoup de courage aux rescapés, il faut quand même s'interroger sur 3 faits. Le premier fait, c'est l'état de maintenance du bateau. Est-ce que le bateau emprunté avait subi toute la maintenance qu'il fallait? Est-ce qu'il était en état? N'était peut-être-il pas fatigué? Ça, il faut s'interroger. L'état d'esprit même des navigants. Bon, il faut aussi se poser la question sur l'état d'esprit des navigants. Est-ce qu'il n'y avait pas un quelconque stress? Quand on sait que même les pilotes, lorsqu'avant de prendre l'avion, de décoller, subissent quand même, comment on va dire, un examen psychologique, on veut se rassurer. Est-ce que l'état des navigants était au beau fixe? Posons-nous des questions. À ce niveau, la météo, est-ce que lorsqu'ils se lancent, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en mer et puis la mer semble être agitée, n'y a-t-il pas une autre stratégie pour pouvoir faire demi-tour, par exemple, puisque on est en constant échange avec les différentes bases? Est-ce qu'à ce niveau, bon, dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans les secrets de Dieu, on va dire que le chef de l'État a prescrit une enquête. Pour cela, attendons tout simplement que l'enquête soit mise sur pied. Ça, c'est le dernier fait. Le chef de l'État a prescrit une enquête. Attendons les résultats de cette enquête pour savoir. Mais toujours est-il qu'on ne peut qu'adresser nos condoléances les plus attristées véritablement à toutes les familles du monde. Alors qu'on retrouve les corps aussi. Oui, effectivement, les 34 corps qui restent introuvables, Haribel. Trop de morts au Cameroun. Oui. C'est comme si c'est un mauvais signe. On dit souvent, c'est comme si c'est un mauvais signe. Je ressens ça en moi comme si c'était un mauvais signe. C'est quoi chaque jour les morts? Vendredi les morts, dimanche les morts. Celui qui lisait la météo, pourquoi il n'a pas prévenu ces gens-là qui sortent pour aller mourir comme ça là? J'ai envie de pleurer, Didier, j'ai même plus envie de parler parce que c'est trop de morts. C'est trop. Oh. Meggy, un dernier mot pour sortir peut-être du sujet. On doit justement faire preuve de prudence quand on parle des affaires de la grande muette, comme aime bien le dire Mbombok. Mais c'est dommage et on n'en est qu'à des interrogations, justement se demander comment ça peut arriver, justement c'est des choses qu'il faut prévoir, que la mer soit agitée. Est-ce qu'il n'y avait pas de gilet de sauvetage, par exemple, c'est-à-dire que peut-être que ça aurait limité les dégâts, parce que c'est autant de questions en termes de logistique. Est-ce qu'ils étaient parfaitement pourvus? Parce que des combattants du BIR qu'on sait aussi forts et qui, normalement, s'ils savent qu'ils prennent cette voie ces moyens de transport-là, devraient être aguerris en termes de natation. Et on se demande, 34 personnes disparues, il n'y avait pas de gilet de sauvetage, il n'y avait rien qui pouvait justement limiter les dégâts. Mais bon, l'enquête est ouverte, on verra la suite. On verra la suite. Merci Mbombok Bengan, merci également à Charles Armel pour cette belle lecture. On parle de la grande muette et vous le savez, c'est généralement, on fait bien de le rappeler ici, des sujets sensibles. Nous ne pouvons qu'adresser nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles, si durement éprouvées et vivement que les 34 qui restent introuvables finissent par être pêchés et que l'enquête finalement nous fasse état de ce qui se serait réellement passé pour que nous en arrivions à ce véritable naufrage qui a entraîné la mort de plusieurs personnes que nous regrettons. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques réactions encore, Meggy? Mais bien sûr, on peut avoir des réactions. Donc, alors, il y a M. Christian Nomalet qui nous dit qu'il faudrait peut-être lever la question de l'état de droit, de l'état de droit et de la formation des hommes en tenue quant aux droits de l'homme. Merci. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Absolument. Allez, merci pour cette petite virgule. Elle nous permet également d'embrayer avec l'autre arrêt de ce jour. C'est bien sûr l'interpellation que je vous invite à suivre. Parlons du développement et du progrès dans notre pays. Nous allons d'abord viser le secteur des transports. Parce que nous savons que le transport est un facteur capital de développement dans ce pays. Nous remarquons qu'avec la construction du deuxième pont de Forêt, et nous espérons bien que cela pourra dégager les risques d'embouteillage et d'accidents qui se passent dans notre pays. Donc pour cela, nous incitons les jeunes camerounais à bien vouloir se moraliser, à bien vouloir prendre en compte ce qu'on appelle la notion de responsabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci, c'est-à-dire un étudiant jeune qui se met dans la route pour conduire, doit s'assurer que bon, il ne roule pas seulement pour son profit, mais il roule pour le profit du pays. C'est-à-dire quoi? Le respect de la clientèle, le suivi des règles
Donc il ne doit pas prendre la voiture, se mettre à rouler comme un fou parce que nous remarquons tout ce temps-ci qu'il y a trop d'accidents, pas seulement sur le pont de Vori, mais les accidents un peu de partout. Nous incitons vraiment les jeunes à se mobiliser pour que demain notre pays puisse se développer. Une belle interpellation, Mombok Bengan. Le changement de comportement, surtout la moralisation des comportements, comme dirait le président du RDPC. Donc, mais là également, Megui a l'habitude de le dire, effectivement, à un moment donné quand même, nous les citoyens, nous nous comportons comme si les tares que nous posons au sein de la société ne nous retournaient pas. Donc, effectivement, parce qu'il parle des conducteurs de moto, nous devons effectivement attirer l'attention de ces conducteurs-là. Ils font quand même certains écarts de comportement et même de conduite dans la société. Mais quitte à dire que c'est ça qui va développer le pays, bon, j'ai des réserves à faire, mais au moins je me limite au niveau du comportement qu'il a relevé du citoyen et surtout des jeunes, parce que les jeunes sachent que cette nation, c'est pour eux. Allez, cela passera, Megui, certainement par la sensibilisation des uns et des autres, hein, et surtout la prise de responsabilité de ceux qui jonchent les grands axes routiers. Bien sûr, Didier, on fait déjà notre petite part hein, ici sur ce plateau, c'est-à-dire essayer de sensibiliser nos frères et sœurs sur ce qui devrait peut-être être normal sans être toutefois des donneurs de leçons. Voilà, donc c'est important, au lieu de toujours tirer sur le gouvernement qui a beaucoup de torts, il faut le dire, mais nous aussi, il est important que nous, les citoyens camerounais, essayons de nous revoir en copie, qu'on essaye de se revoir en copie, c'est-à-dire qu'on essaye de faire preuve d'un peu plus de responsabilité, d'un peu plus de civisme, de revenir à nos valeurs d'antan, c'est-à-dire la courtoisie, le respect, parce que ça aussi, oui, ça peut être négligeable, perçu de façon négligeable pour certains, mais ça peut participer justement au développement de notre pays, c'est-à-dire que la revision de nos mentalités. Aujourd'hui, on pourra mettre des infrastructures sur pied, mais si on n'a pas d'amour pour notre pays, on ne saurait sauvegarder ces infrastructures-là parce qu'elles sont mises là, c'est pour nous, c'est pour notre épanouissement, pour notre bien-être. Le concitoyen a parlé aussi du pont sur le Vouri. Il espère que l'existence de ce second pont sur le Vouri va réduire les embouteillages. On l'espère tous. D'ailleurs, je crois qu'il devrait en principe être livré, je crois, en fin août. Oui, c'est d'après les prévisions. Voilà, c'est ça que je dis, il devrait être livré en fin août. Donc, on espère que ce sera le cas. On va bien voir ce que ça va entraîner comme facilité. Voilà. Allez, Charles Armel, qu'est-ce que cela peut susciter comme réaction? Il pense que l'amélioration, non, si vous voulez, la sensibilisation des uns et des autres et la prise de responsabilité peut participer d'une manière ou d'une autre au développement, si vous voulez, à l'amélioration des conditions de vie également des uns et des autres. Mombok Bengan qui ne semblait pas être d'accord avec cela quand même. Mais oui, moi je ne saurais être d'accord parce qu'on a fauté, Didier Patrice. Nous avons fauté lourdement et gravement. Comment peut-on passer au savoir-faire sans avoir le savoir comme connaissance et sans avoir le savoir-être? Aujourd'hui, tous nous militons pour le savoir-faire. Tu sais faire quoi? Conduire le benzikin. Tu as le permis? Non. La moto assurée? La moto assurée? Non. Mais tu sais faire. Nous avons des gens qui se retrouvent dehors, qui sont des spécialistes à qui on confie des postes de responsabilité. Ont-ils la connaissance nécessaire? Non. Ont-ils le savoir-être? Non. Mais ils sont là, ils travaillent. Non, nous avons sauté les étapes. Je pense qu'il faut qu'on revienne aux prérequis. C'est-à-dire avoir la connaissance comme savoir, le savoir-être avant d'avoir le savoir-faire. Parce que le savoir-faire vient compléter aujourd'hui. Il faut aller à l'école. Et mon père le disait, si mon fils va à l'école, si on ne te recrute pas pour ce que tu as appris, on va te recruter pour ce que tu sais faire. Et dans ce que tu sais faire, tu mettras ce que tu auras appris. Allez, merci. Bon, vous êtes d'accord avec cette lecture de Charles Armel? Absolument. Megui souhaite rebondir sur la question. Oui. Megui ne tire pas sur le gouvernement, moi il tire sur le gouvernement. Parce que l'enfant a parlé des accidents, non? Si on avait les routes, c'est qu'on n'a pas d'accident. Oui. Si on avait des routes, c'est qu'on n'a pas d'accident. Et si le gouvernement, l'État la prenait sur lui, de descendre dans les agences, sensibiliser, contrôler,
ce qu'on décrit chaque jour. Contrôler que le chauffeur qui a fait un tour ne reparte plus. C'est qu'on devait limiter les accidents et sensibiliser ces chauffeurs-là, ceux-là qui ont leur propre voiture, les personnels. Là. Parce que parfois aussi, je tire sur eux parce que ce sont eux qui causent même beaucoup les accidents sur les axes lourds. Parce qu'ils sont pressés, ils courent, ils partent, ils débordent n'importe comment. Donc moi je tire sur vous. Descendez dans les agences, contrôlez ce qu'on vous parle chaque jour. Que si un chauffeur a fait une allée qui s'arrête, qui ne parte plus, et un autre chauffeur continue. Et arrangez-nous nos routes. C'est quoi? Les nids de poules, partout. Il doit y avoir des accidents. Tu as totalement raison, Haribel. Mais seulement, on peut mettre autant de surveillants dans des agences. Je ne crois pas qu'on va mettre effectivement aussi un appareil qui va contrôler l'état d'ébriété de certains chauffeurs. Justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on revienne à une véritable conscientisation. C'est-à-dire savoir que j'ai des vies humaines que je transporte dans mon véhicule. Je dois faire attention, je dois dormir suffisamment. Si je ne suis pas prêt à prendre le bus, au-delà de l'argent que je pourrais gagner, je ne peux pas prendre le contrôle d'un bus. Je ne dois pas boire quand j'exerce mes fonctions. Ça part de la conscience personnelle d'abord. C'est que le gouvernement, ok, on tire sur le gouvernement, c'est normal. Ils ont beaucoup de choses même à se reprocher, mais je dis, il faudrait aujourd'hui une vraie politique répressive au Cameroun parce qu'au niveau des mentalités, c'est pourri. Au rond-point, feu rouge là, il y a les caméras qu'on a mis de surveillance. Tu sais ça non? On a mis, il y a le rond-point, il y a les caméras. Un peu partout dans la vie, il y a les caméras. Mais comment même rond-point où il y a des caméras qui fonctionnent et qui tournent? On fait 3 heures d'embouteillage. Qui est à la machine? Non. Il faudrait, non. Il faut Ce sujet est passionnant. Qui est assis derrière la machine? Qui ne dédouane pas le gouvernement. Je ne dédouane pas le gouvernement. Je ne dédouane pas le gouvernement. Il ne faut pas me prêter. Je ne dédouane pas le gouvernement, mais je dis il faut que nous-mêmes on change un peu. C'est pas le gouvernement qui demande aux Bensikina de violer les feux. Quand même, quand on sait que non, c'est le feu rouge, on s'arrête. Pourquoi Yaoundé ça marche? Les Bensikina là, on a dit que ne passez pas ici, ça marche bien. Parce que c'est la ville du père. Parce que Timia, c'était le broyeur. Lorsqu'on attrape la moto, toi et le propriétaire de la moto, tu accompagnes ta moto à ses obsèques. Donc on fait passer dans le broyeur, on écrase, on se dit au revoir. Et que dire alors? Que dire, chers tous, de on va dire, de la corruption qui prévaut? Parce qu'on sait que même si les forces du maintien de l'ordre passaient à la répression, cela permettrait quand même au fléau, au phénomène de regresser. Mais malheureusement, il y a la corruption. À chaque fois qu'on a pris justement même dans le sac un conducteur de moto-taxi, c'est très vite qu'il a glissé le code. Je vous réponds, Didier Patrice. Oui. Lorsque vous interpellez un individu, il s'arrête, il n'a pas de papier. La preuve, sur 100 voitures qui circulent à Douala, 50 n'ont pas de papier. Je dis 50 n'ont pas de papier. Lorsque vous interpellez un individu, il dit ouais mon petit, tu fais bien ton travail. Tu dis non, tu vois le monsieur dit non monsieur serré, il dit que petit, il dit que tu travailles. Quand ça sort, il dit que est-ce que tu connais même qui je suis. Il prend le téléphone, il passe un coup de fil, il dit je cause avec ton patron, prends. C'est ton patron, met le haut-parleur. Tu entends le monsieur dit monsieur, vous avez mieux à faire que de contrôler ce véhicule. Laissez-le passer. Prochain véhicule, quand il va sortir le téléphone, tu vas dire que non, grand passer. C'est ça. Il faudrait que ça commence par là et vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont pas de papier, c'est les hommes en tenue qui circulent. Lorsqu'il y a le béret est devant, celui qui passe, laissez passer à gauche, même s'il n'est pas à l'Assemblée nationale, même s'il n'est pas... Donc, il faut qu'on commence depuis le sommet à nettoyer pour qu'arriver à la base, les gens se disciplinent. Si vous voyez, on interpelle un colonel qui sort et qu'on réquisitionne sa voiture, vous allez voir les Bensikina dire mais on a pris la voiture d'un collègue, gars, il doit être mauvais. Cherchons à aller faire les papiers, ils vont courir faire les papiers. Allez, merci à tous d'avoir réagi à cela. Mais vivement que les uns et les autres s'attellent également à respecter les institutions parce que notre pays nous est si cher à tous. Et nous devons chacun apporter sa pierre à l'édifice pour qu'il soit l'un des plus beaux au monde et surtout l'un des plus radieux également. Allez, nous allons dans un court instant accueillir notre invité avec qui nous parlerons naturellement de la Sanza, parce que Bertrand Lé nous a rejoint sur ce plateau pour que nous parlions des différents programmes de la semaine. C'est tout de suite. Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h.
16 Club de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16 Club de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Bonjour. Bonjour Didier Patrice et bonjour à tout le panel. Alors, nous parlons effectivement des programmes, du moins de la présentation du programme de la semaine au niveau de la Sanza. Oui, la Sanza Night Club, comme vous le savez tous, est, n'est-ce pas, cette entité qui regorge de niveaux, qui soit le lounge et la boîte de nuit. La Sanza Night Club à Douala, c'est des best places to be. À savoir que de lundi à dimanche, le lounge est ouvert pour vous à partir de 17h. Question de permettre à toutes ces personnes-là qui partent de leur bureau de pouvoir se requinquer un tout petit peu en attendant que les embouteillages dans les artères de la capitale soient tout de même diminuer le temps pour eux de regagner le chez-soi pour chacun. Et bien sûr, le nightclub qui, à partir de 22h, ouvre ses portes pour des différentes soirées à thème. Lesquelles soirées à thème, le lundi, bien sûr, est déroulée la grande soirée piscine party, laquelle piscine party offre, n'est-ce pas, une connotation musicale y afférente, permettant à toutes ces personnes ayant fait le déplacement de s'amuser vraisemblablement autour et même à l'intérieur de la piscine. C'est une première du genre dans la ville de Douala et même d'ailleurs dans la région. Pourquoi pas dans tout le Cameroun? Parce qu'on n'a pas encore idée, mais seule la Sanza y est pensée. Le mardi, la grande soirée Seduction Night, mesdames et messieurs, offrira, n'est-ce pas, l'opportunité à la jeune génération féminine de s'amuser au maximum. Les vacances vous donnent droit à cela. Amusez-vous vraiment. Pour vous qui avez, n'est-ce pas, décroché vos examens et pourquoi pas, pour vous qui venez passer votre séjour pour les vacances dans la ville de Douala, vous amuser, c'est la Sanza le mercredi, la grande soirée et une énième du genre du Créa Show Party. La grande soirée Créa Show vous proposera une autre créativité qui, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, capturera votre attention. Alors faites le déplacement, tout compte fait, vous trouverez satisfaction à cela et pourquoi pas bénéficierez de ce qui vous serait proposé et tout ceci arrosé de belles mélodies menées de main de maître par les DJ. Performance le vendredi, soirée glamour et beaucoup plus sexy avec un défilé apparent à la clé qui offre à la solde de la cagnotte de 115 000 francs à se partager à toutes celles-là qui daignent se mouvoir au devant de regard pour le plaisir. Rien à voir avec un défilé professionnel mais apparent. Cela dit que vous soyez grande de taille, petite, forte de corpulence ou pas, vous prêtez au jeu, on ne sait jamais, vous repartez avec une enveloppe dans les poches. Le vendredi et le samedi, la grande soirée de folle et de totale ambiance avec disque à la demande. Chez nous, le client est un roi. Vous passez la commande d'une chanson que vous aimez bien, n'est-ce pas? Pendant la dite programmation, elle sera distillée pour le plaisir de vous distraire au maximum et de vous permettre de vous amuser sur le dance floor. Le dimanche, la discothèque de papa pour les titres souvenirs. Le rappel des mémoires, c'est à partir de 17h. Tous les dimanches, vous vous amusez comme au bon vieux temps, avec des connotations de musique et même que vous ayez demandé, la discothèque est là pour vous faire plaisir. Rappelons-nous qu'à Yaoundé, la Sanza Night Club, Monté, Elik et Sono, mesdames et messieurs, pour cette semaine, jeudi, pour vous qui êtes de côté de Yaoundé ou qui vous rendrez de ce côté-là, jeudi, mesdames et messieurs, artiste invité à la Sanza Night Club, il s'appelle Mr. Léo, après sa tournée européenne, a décidé, n'est-ce pas, de vous proposer à vous de ce côté-là son dernier opus récemment paru sur le marché musical camerounais, africain et international. Le dimanche sur le même dance floor de la Sanza Night Club de Yaoundé, Monté, Elik et Sono, Manolo. Il s'appelle il y a longtemps, il n'a pas joué au Cameroun et ce sera un plaisir de vous le faire découvrir pour le rappel des mémoires des dimanches. Le VIP, mesdames et messieurs, toujours à Yaoundé à l'hôtel le député. Pour le vendredi, il recevra Mamangea, la Maté 5G. Alors, pour vous de ce côté-là, trouvez satisfaction en vous déplaçant pour vous amuser au maximum. Douala vous recevra pour cette semaine avec des soirées à thème et prépare du lourd pour la semaine prochaine. D'ici à là, just wait and see.
Bertrand Lé, je voudrais également que nous revenions le temps d'une seconde sur quelques perspectives pour ce qui est de l'avenir. Bien voilà, les perspectives ici, n'est-ce pas, étant ces soirées-là qui se préparent dans l'ombre, question de mettre en haleine pour les vacances hot, et bien sûr, de la ville de Douala, proposées par la Sanza Night Club, seront donc, n'est-ce pas, ces vidéos qui seront distillées sur notre chaîne partenaire qui est Equinox Télévision et radio. D'ici à là, nous permettrons, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là qui fassent le déplacement de toucher du doigt les réalités en matière de design, parce que chez nous, à quelque peu qu'on ait passé un peu plus de 3 mois, nous renouvelons en matière de relooking, n'est-ce pas, pour le plaisir de notre clientèle, et surtout, nous les fidélisons à côté de l'offre qu'on met à leur endroit. Merci. Merci Bertrand Lé d'être venu. S'il fallait retenir quelque chose, ce serait quoi avant de vous laisser partir? Bien, en une seconde. Oui, s'il fallait retenir quelque chose, c'est surtout les numéros de réservation. Pour pas arriver, ne pas trouver de place assise au 650 22 22 22, 650 22 22 22. C'est donc la Sanza Night Club pour vous recevoir, surtout pour vous amuser au maximum. Très bonne journée, Bertrand Lé. C'est moi qui vous remercie. Et nous revenons sur ce plateau, Bombok Bengan, pour revisiter, le temps d'une petite seconde seulement, un sujet d'actualité que je voudrais partager avec vous, mais ce sera après cette sortie. Le Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. 16e Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. 16e Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Retour sur ce plateau avec notre cher Megui pour le rendu des réactions que nous avons reçues ce matin. Voilà donc ce message qui nous dit l'essentiel n'est pas au gouvernement d'interdire aux chauffeurs d'agence de faire un tour de voyage par jour. Avant la pédagogie, l'État doit faire la révision de ces routes qui sont remplies de nids de poules. Absolument. Et bien, ce même État vient d'abandonner le projet de l'autoroute du Douala-Yaoundé pour parler de revêtement confortatif et de l'axe lourd de la nationale numéro 3. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'à ce sujet, laissons un peu le côté de la route. Laissons un peu la route parce que quelle que soit la beauté qu'on peut donner à la route, n'oublions pas aussi qu'il y a le type de véhicule qui continue à être utilisé au Cameroun, la qualité de permis de conduire qui est délivrée, la visite technique qui n'est pas respectée, l'état des chauffeurs. Parce qu'à des moments, je vais vous dire, pour les passagers assidus dans certaines agences qui connaissent les chauffeurs, ils se retrouvent à un moment donné à consommer avec le chauffeur. Parfois, le chauffeur est assis. Parfois, ils arrivent même à un niveau, ils disent que, gars, j'ai des bagages que je dois récupérer à tel endroit. On peut profiter, tu sais, non, pendant la pause, tu coupes même une en attendant. C'est parfois des passagers qui impulse l'envie au niveau des chauffeurs. Mais comme disait Dom Megui tout à l'heure, le chauffeur lui-même, il oublie son comportement. Il se retrouve dans... Si on me permet, j'ai bien envie, mais je ne peux pas. Parce que la société va crier sur moi. Mais si c'est la société qui dit que vas-y, 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 il se livre, il se laisse aller à ses penchants. J'ai rarement vu des passagers arriver à un moment, se rendre compte que le chauffeur est fatigué, demander au chauffeur de garer. Vous allez voir les gars dire que non, gars, mets la musique, pompe la musique, accélère, on arrive à un endroit là, tu sais, oh, ce n'est pas ça. Donc j'estime que, pardon, d'autres choses que j'allais oublier, dans l'ensemble des différents bus, il y a des numéros de téléphone. Appelez, envoyez le SMS, rien ne sera fait. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui m'a fait un témoignage comme ça, qu'il partait de Fumban pour Douala. Et vous savez que généralement, ils font des voyages de nuit. Et donc, il m'a rapporté que le chauffeur de leur bus avait extrêmement sommeil. Il avait sommeil au point où il a failli rentrer en collision avec un véhicule qui venait en face. Et dès qu'ils ont vu ça, c'est de justesse qu'il a esquivé ce véhicule-là. Il a vu ça, il a fait un scandale dans le bus et il a intimé l'ordre au chauffeur de s'arrêter et de dormir. Donc, on a forcé ce chauffeur-là à dormir. Il a garé le bus sur le bas-côté de la route et il a dormi pendant près de 3 heures de temps. Ils ont dit, soit tu dors, soit le bus ne bouge pas.
Et c'est comme ça qu'après 3 heures de temps, il a bien dormi, on l'a réveillé, il a pu reprendre la route. D'accord. La suite des messages. Voilà donc juste ce téléspectateur qui nous dit « J'ai voyagé un jour avec un chauffeur qui a pris 3 bières devant moi dans un bar. » Voilà. Non, il ne se dérange pas. Il ne se dérange pas. Parfois, vous allez voir qu'est-ce que le gars fait. Le gars vous dit que, bon, les gars, moi, je suis un peu fatigué. Comme je suis pris ce week-end, je suis un peu fatigué. Bon, pour maintenir la force, je mélange le jus, le jus, permettez-moi, c'est sans publicité, la Coca-Cola, avec le café. Alors, étrange était ma surprise lorsque je l'observe de me rendre compte que lorsque vous mélangez ces 2 composantes, ça donne la couleur d'une autre bière, d'une bière blanche. À bien me lancer, je me suis rassuré que c'était même pas ce mélange, c'était plutôt de la bière qu'il était en train de consommer pour, dit-il, rester éveillé. Donc je pense à ce niveau, il va de la responsabilité des chauffeurs eux-mêmes et de la responsabilité des entreprises, des différentes entreprises. Et ils ont un mot chez eux, ils disent que un chauffeur ne manque pas de voiture, mais les voitures manquent de chauffeurs. Donc pour dire que parfois, surtout à cette période, on les donne 10 000 par prime. Pour celui qui va faire des voyages, des accidents de voyage, 10 000. La prime journalière, 10 000 pour voyages supplémentaires. Donc vous voyez pourquoi sur l'axe, c'est la période des congés, il y a un trafic, 10 000 supplémentaires, ne loupe pas. Incroyable. Quand ils boivent comme ça, non, cela, ils conduisent bien. Oui, ça fait qu'ils ne dorment pas. Et quand il arrive, ceux qui partent à Baranté, quand ils arrivent à Bana, ils coupent encore 2. Ils coupent encore avant de concher maintenant. Il y a les brigades de contrôle. Il y a les brigades de contrôle. On avait parlé de l'Alcotest qui avait coûté pratiquement 1 milliard au Cameroun. L'Alcotest s'est passé où? L'Alcotest, d'accord, ça c'est bien, mais maintenant, que ferons-nous donc de ces bensikineurs qui prennent le tramol? Non, non, commençons même par ces agences parce que c'est quand même collectif. 70 personnes, les gros porteurs, 70 personnes. Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu un chauffeur qui consommait de l'alcool une fois dans un voyage. J'allais du côté de Ngoro. J'allais du côté de... Non, non, pas Ngoro, j'allais après Ngoro, donc à Yoko, plus précisément. En cours de route, parce que les voitures sont rares, pour avoir les escomptés, sur l'axe, il faut 1 ou 2 voitures. Parfois, vous attendez 2 jours. Un chauffeur est sorti. Il a lancé les clés que celui qui peut conduire prend un conduit. Il s'en va. Je ne bouge pas, je bois ma bière. Et il a consommé son alcool. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, ça devient un bras de fer entre les passagers et le conducteur. Est-ce que le passager va pouvoir prendre le véhicule et conduire qui appartient à une entreprise qui a confié à un chauffeur? Donc je crois qu'il y a tout ça qu'il faut essayer de revoir pour permettre à... Avançons avec Megui, merci. Voilà donc Joseph Emmanuel qui nous dit merci pour le travail de moralisation que vous faites. Voilà, nous vivons des injustices de ce genre. Je suis un proviseur et mon intendant est victime d'une suspension de salaire initiée par son ancien chef hiérarchique, jaloux de sa promotion. Voilà. C'est de ça dont on parle. Oui, oui, absolument. C'est de ça dont on parle, des gens qui... Non, même pas ça, les bras longs, où vous voyez quelqu'un qui décide de mal vous noter. Mal vous noter, c'est-à-dire parce qu'il est votre patron, parce qu'il est proviseur, parce qu'il est délégué régional, parce qu'il est délégué département. Il note mal. Il fait exprès parce qu'il a fait une avance à une femme. La femme n'a pas joué le jeu. C'est de notifier. Il faut des mauvais rapports qu'on envoie au ministère. Le ministère qui a des brigades, qui a tout pour mener des enquêtes, mais qui ne fait pas, qui s'appuie, qui prend ce document, qui fait foi. Et comme ça, beaucoup de gens, on a vu leur carrière, la carrière brisée de beaucoup de gens. Et je pense que c'est l'occasion de leur réitérer. Ne nous fatiguons pas, la répétition est la mère de l'école. Vous qui jouez avec la vie des gens, méfiez-vous. Parce que pour tout, pour rien, quelqu'un peut décider de se sacrifier. On a eu M. Songo sur ce plateau qui a failli s'écrouler en sortant de ce plateau des ADC, justement, qui a fait un témoignage vivant avec des documents à l'appui. Donc, c'est autant de choses. C'est-à-dire que des gens qu'on place à des postes qui jouent avec la vie des pauvres Camerounais qui ne demandent qu'à vivre un peu aisément et de jouir du fruit de leur travail. Incroyable. Alors, ce sera tout, Megui. Oui, c'est... Merci. Nous, on va... justement observer une autre pause. Je ne sais pas, Mbombo Bengan est resté carrément muet là. Non, parce que lorsque le développement correspond à ce que j'avais à développer, moi j'ai dit le gouvernement actuel ne peut plus. Quand tu ne peux pas, tu laisses. C'est ça mon père. Allez, finalement, ce sera peut-être le slogan, de cette fin d'année. Espérons vivant que les choses arrivent à bouger. On parle de trafic d'influence, d'abus de pouvoir et de tous les vices, en tout cas, qui ne nous facilite pas la vie au quotidien chez nous. On en rit, mais il faut peut-être en pleurer finalement. Haribel. Non, quand ils font ça, je ris. Moi, comme je dis toujours, je leur donne rendez-vous à la mort. D'accord. C'est à la mort. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, il n'y a pas de session, on balance tout. C'est 1,50 m. Absolument. Merci à tous, en tout cas, pour vos brillantes interventions dans ce programme. Madame, messieurs, merci
Voici le petit coup de gueule pour sortir, hein, si vous voulez, la critique. On sait qu'en cette période estivale, beaucoup de jeunes encore, vous lisez naturellement les informations qui sont véhiculées sur la toile, parfois avérées et parfois non avérées, mais nous savons que les jeunes sont en insécurité. La plupart des enfants qui sont en congé, hein, ou si vous voulez en vacances, sont en insécurité dans nos différentes villes. Il est donc temps pour les uns et les autres de prendre des mesures, parce qu'on a encore vu le temps, bien sûr, de ce week-end, une jeune fille dont l'image a fait le tour de la toile, que l'on aurait retrouvé sans vie dans un coin quelque part dans notre beau triangle national. Donc du coup, j'en appelle également à la vigilance des parents qui devraient sécuriser ou du moins accompagner les enfants qui veulent aller dans les points de divertissement. Allez, c'est sur ce coup de gueule que nous allons mettre un terme à cette production première de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en contact de nos programmes qui se poursuivent sur Equinox Télévision. Demain, c'est un autre jour. Nous serons au rendez-vous. Au revoir.